excellent après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 avec évidemment votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h. Au programme de cette émission, nous serons dans la 16e circonscription de Paris aujourd'hui avec Yanis Bacha qui est candidat pour la majorité présidentielle. Il sera avec nous tout à l'heure par téléphone. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure, c'est assez hallucinant ce qui s'est passé. Le zapping bien entendu, on n'en a pas eu hier, on n'a pas eu le temps, donc du coup séance rattrapage aujourd'hui, on a de quoi se régaler. Et notamment, on fera un petit tour par le Conseil de Paris où le duel Anne Hidalgo-Rachida Dati a repris et on peut dire que c'est un véritable feuilleton. Évidemment, le quiz en fin d'émission et nous allons parler de l'urgence, ou plutôt des urgences, de l'hôpital, des hôpitaux. Il y a urgence aux urgences, on en débattra dans quelques minutes bien sûr. Et puis on va commencer cette émission par l'éducation nationale et plus particulièrement l'Académie de Versailles. Ils recherchent désespérément des enseignants pour la rentrée prochaine. Et oui, il en manque cruellement, on fera le point aussi, on en débattra avec vous chers amis auditeurs. Et le petit gâteau, petite cerise sur le gâteau, c'est la belle histoire que vous retrouverez non pas une fois mais deux fois aujourd'hui. Avec vos appels évidemment au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 pour intervenir dans cette émission sur France Maghreb 2. Avec vous chers amis, bienvenue. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. La belle histoire est avec nous. Mam, comment ça va Mam ? Bonjour à toutes et à tous, ça va très très bien, alhamdoulilah, et toi ? Eh ben écoute très bien, alors on te retrouvera à deux reprises, c'est ça ? Absolument, donc pour deux chroniques, une fois n'est pas coutume, en ce 1er juin. La première qui s'appellera Foule électorale et la deuxième qui s'appelle Urgence, puisque c'est, je crois, le maître mot un petit peu des sujets d'aujourd'hui. Exactement, il y a urgence aux urgences, rien ne va plus de 120 services d'urgence ferment la nuit par manque de personnel. Voilà comment ça se passe dans la France 2022. Mam, bienvenue à toi. Philippe Bourriaki, conseiller régional Île-de-France écologiste. Décidément, on a des conseillers régionaux tous les jours. Hein. Kader Chiban hier, Philippe Bourriaki aujourd'hui. Comment ça va mon Philippe ? Ça va bien, ça va très très bien, mais aujourd'hui j'ai envie de te dire que tu as le meilleur conseiller régional de l'univers. Ouais. Donc c'est pas pareil. On verra ça après ta prestation. Tarek Sassi, il est revenu mon Tarek, comment ça va notre catcheur international tunisien, ça va ? Cette fois-ci je sais pas quoi dire. Hein. Oui. Au vu des news que tu as eues, oui. Au vu de l'absence de l'invité qu'on devait avoir... Non, il sera là par téléphone. Il sera là par téléphone. On va sauver les meubles, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux ? C'est France Maghreb ou pas ? C'est l'essentiel, l'essentiel. Il sera avec nous tout à l'heure et il va bien. Voilà. Effectivement, il a eu un petit problème hier soir. Voilà. On verra s'il veut nous en parler parce que voilà. On en reparlera donc tout à l'heure. Bon, bienvenue messieurs. Effectivement, c'est assez hallucinant ce qui s'est passé, vraiment. Où tu parles ou tu parles pas, parce que les auditeurs là dans la voiture là ils deviennent fous. Ils m'envoient des textos, ils me disent qu'est-ce qui s'est passé. Yanis Bacha, candidat pour la majorité présidentielle, hier après-midi était en plein tractage dans Paris, à Stalingrad. Et Yanis Bacha, pour ceux qui ne le savent pas, est en fauteuil roulant, est handicapé. Et il s'est fait agresser au couteau. Voilà. Voilà, donc c'est inadmissible. Agressé au couteau, on lui a volé son portable, donc vous vous rendez compte, il y a énormément de numéros de téléphone, de gens très importants dans le téléphone, c'est très compliqué. Donc Yanis Bacha fait du tractage dans Paris, il est en fauteuil roulant et se fait agresser au couteau à Stalingrad. Est-ce que c'est, franchement, quand on connaît l'histoire de Kélian, un autiste qui était enfant de cœur, qui était sorti acheter à manger et qui est mort... Tu parlais près du micro, ça m'a qui est mort après avoir été en quelque sorte kidnappé par deux toxicomanes qu'on retrouve 4 jours plus tard dans un abri sans ses effets personnels.
est-ce qu'on est étonné avec l'antécédent qu'il y a eu avec un bébé qui s'est fait agresser par une toxicomane? Tout ce qui se passe à la suite. Et le débat complètement hallucinant que j'ai eu avec Simonet, mais qui est en dehors de la réalité. Et franchement, là, je suis désolé de faire l'éloge de Darmanin, mais c'est le seul qui, pour l'instant, a compris l'intérêt de l'injonction de soins. Et quand on voit aujourd'hui qu'une personne qui s'investit, en plus, je ne suis pas quelqu'un de La République En Marche, mais je dis la vérité, Yanis Baccha nous a aidés sur une distribution alimentaire. Il nous a amené 500 kilos de nourriture qu'on a distribué sur la porte de la Villette. C'est parti en 3 minutes. Et c'est lui qui nous a aidés à voir ça. Et je voulais même pas en parler. Mais là, j'en parle. Pourquoi ? Parce que au final, je veux dire, même quand il va pour faire son travail législatif, démocratique en tant que candidat, le mec se fait agresser. Et que font les gens ? Jusqu'où va continuer cette lâcheté ? Moi, sérieusement, j'en peux plus, sérieusement. J'en peux plus. Ouais, j'avoue que voilà, c'est difficile à comprendre quand même de telles choses qui puissent arriver, Philippe, à une personne déjà lambda qui se fait agresser, c'est déjà scandaleux, mais qui plus est en fauteuil roulant. Enfin, je veux dire là. Ah non, c'est pas du tout difficile à comprendre. T'as des voyous, t'as des racailles que la gauche bien pensante et les écologistes bobos essayent de protéger au demeurant en leur trouvant des circonstances atténuantes, en leur trouvant des pseudo-maladies, etc. Et tu as des citoyens lambda, des citoyens qui travaillent, des citoyens qui souffrent au quotidien, qui se plaignent pas, tu les entends jamais. Les gens en situation de handicap, tu les entends jamais se plaindre, ils demandent juste à pouvoir avoir un environnement qui leur permet de pouvoir faire les choses au quotidien sans assistance. Et ben voilà, ces gens-là sont des proies faciles, sont des victimes à portée de main des voyous que la gauchiasse protège au demeurant. Donc oui, sur ce coup-là... Mais c'est quoi ce jargon de facho, là ? Désolé de me radicaliser à ce point-là, mais c'est pas possible. Je ne serai jamais auprès des voyous, auprès des racailles qui nous font... qui nous ont enquiquinent et qui salissent toutes les personnes qui sont bien dans notre pays, qui travaillent, qui développent notre pays. Et donc, ces gens-là, on n'en veut pas. Ces gens-là, on n'en veut plus et on en a marre qu'ils soient protégés. Donc maintenant, il faut être ferme. Il faut que les tribunaux sanctionnent, mais sanctionnent toutes les racailles, y compris des racailles en col blanc. Voilà, ces gens-là, moi, je leur trouve aucune circonstance atténuante de toute façon. Quoi. Bah oui, mais c'est ça. C'est des racailles, c'est des voyous. Les racailles, tu sais... non, c'est des voyous. Il y a des racailles qui font des détournements d'argent. C'est ce que je dis, des racailles en col blanc. Ouais. Une racaille reste une racaille, qu'elle soit en col blanc ou qu'elle soit avec un couteau en train d'agresser quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Non mais allô, non mais sérieux, 2 secondes. Tu veux trouver des circonstances atténuantes, tu veux trouver un autre mot pour ces gens-là? C'est des racailles, c'est des sous-hommes. Ces gens-là, ils nous emmerdent, ils nous font chier. Donc il faut vraiment une bonne fois pour toutes que les pouvoirs publics s'en occupent, parce que sinon les citoyens ils vont craquer, ils vont se monter en milice et voilà ce qui va finir malheureusement. C'est pas possible, c'est pas tolérable, c'est pas acceptable. C'est tout, point. J'avoue que notre Tarac national nous prévient depuis des mois. Hein. Voilà, il nous prévient depuis des mois de la problématique qui se passe dans les quartiers à Paris. Voilà, là, on se la prend en pleine gueule aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et j'ai ramené avec moi aussi un petit flyer de Daniel Obono. Ouais. Avec la propagande stalinienne du NUPS, mais qui ne parle à aucun moment de la réalité qu'on vit. De la réalité qu'a subi hier Yanis Baccha. Et je ne suis pas là pour faire sa campagne. Je ne suis pas là pour faire la campagne de Yanis Baccha, parce que pour moi, il y a aussi d'autres candidats qui portent les mêmes valeurs que lui et que j'aimerais voir être élus aussi. Mais Yanis Baccha, il a au moins cette volonté d'être venu, d'avoir eu le courage, d'avoir surmonté son handicap. Et malheureusement, dans un quartier qui normalement devrait être... quelque chose de familial à Stalingrad avec tous les cafés et les bars qu'il y a, c'est devenu un Baltimore. C'est Baltimore. Et ça se passe en plein après-midi. Hein. Voilà. Il n'y a pas de mots. En fait, y a pas de mots. En tout cas, il sera avec nous quand même par téléphone tout à l'heure à 17h. On parlera évidemment de sa campagne, de ce qui se passe. Et il tracte. Hein. Moi, je l'ai même vu d'ailleurs... en sortant de la radio, tracté dans les parages, là, à côté. Hein. Il est en fauteuil, effectivement. Il y a toute une équipe qui l'encadre. Et c'est quelqu'un qui a travaillé auprès de Sophie Cluzel, qui a rejoint aussi en tant que agent parlementaire à l'Assemblée nationale. Il a été journaliste chez Canal+. C'est un fan du PSG, donc c'est quelqu'un qui connaît bien le foot. C'est un fan de catch aussi. Hein. Ouais. Ah oui, il veut me soutenir. Ouais.
Bon, faudrait peut-être que tu t'entraînes un peu par contre. Mais t'inquiète pas, je suis prêt, je te prends quand tu veux sur le ring. Non, je te sens pas en forme là. T'inquiète pas, je te prends quand tu veux, toi et Philippe. Allez, même aussi. Oula. Allez, tous les trois, allez. C'est pas une bonne idée, moi. De quoi? Ah ouais, c'est vrai que toi, Patrice Carteron a reculé face à toi, j'ai oublié. Ah oui? Mais pareil aussi. Carteron, toi? Pareil aussi, il m'a donné un rendez-vous, il est pas venu. Ah bon? Ah ouais. Ah, vous êtes comme ça, les mecs, vous donnez des rendez-vous. On a dit, écoute, non, mais moi je suis venu le chercher à Grigny. Moi, j'étais à Grigny le chercher. Ah bon? Moi aussi. Tu m'as jamais raconté ça, mon Philippe. Ah, mais ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, bah écoute, je sais pas, il est parti au cacahuète. Tu connais les fameux clashs de Patrice Carteron et donc. D'ailleurs, il est où là maintenant? Je sais pas. Ah, c'est fini là, depuis qu'il s'est fait éteindre là par Hamza Sedki, là ça y est, c'est fini. Hein. Ah ouais. On n'entend plus parler. Ah ouais, il a pris cher. Et moi aussi, il m'a donné rendez-vous à Grigny Centre, il est jamais venu. Ah ouais. Ah ouais. Bah alors, Patrice, ça se dégonfle. Bon. Je chauffe pas trop. Ah ouais, donc j'ai des bagarreurs aujourd'hui. Non, t'as des fighters, c'est pas pareil. Ah ouais. Ah mais moi je suis venu, moi. Après, on n'est pas obligé de se battre aussi. Hein. On peut s'expliquer les yeux dans les yeux. Un café. Un petit café. Voilà. Okay. Il y en a en plus aujourd'hui. Amis auditeurs, auditrices, tout va bien. C'est le grand forum. Si vous avez eu peur du discours de Bouriaki, c'est le grand forum. Tout va bien. C'est comme ça. Non, t'as été dur quand même. Non, mais comme ça, j'ai été dur. S'il te plaît. Non, on aurait cru écouter CNews là. Oh. Mais je suis désolé, mais si tous les hommes de gauche avaient un discours comme le sien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Attends, tu te rends compte ce que tu dis? On dirait entendre CNews. Oui. Pourquoi CNews Attends. Pourquoi à CNews il n'y a pas les gens du peuple qui parlent? Il y a des gens qui écoutent une grande majorité de gens silencieux, qui ne disent rien, qui en ont marre de subir et qui finissent, in fine, par voter par les extrêmes. Donc c'est quoi que vous voulez en 2027? Que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui gagnent dès le premier tour? Donc soit on prend à bras le corps le problème et on y met les moyens réels, soit on le fait pas et crois-moi qu'il y en a qui vont s'en charger. Et il est là la vraie histoire. C'est que nous on a déserté. Non, on a la belle histoire, nous, pas la vraie. Oui, non, on a la meilleure histoire. Je vais te dire une chose. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure des pros. Les agressions, les racailles, c'est de la faute de Karim Benzema. Eh bah oui, bien sûr. Eh oui, Karim Benzema. C'est vrai, Christophe, attends, il y a des choses qui sont pas tolérables, qui sont pas acceptables. Non, mais je sais, Philippe. Une agression n'est pas tolérable, n'est pas acceptable. Même contre quelqu'un de valide, quelqu'un de Ne réagissons pas dans l'émotionnel. Mais c'est pas une question d'émotion. Mais il est fou, quoi. Non, je suis pas fou, je suis. Attends, on a agressé un type au couteau. On réagit dans la réalité. Mais la réalité. Christophe, on réagit dans la réalité. Attendez, arrêtez de vous voiler la face. Ça peut être toi la victime. Oui, c'est ça. Écoute, bah tiens, je vais vous donner l'adresse où vous allez pouvoir agresser Christophe tranquillement. Non, moi personne, j'ai pas envie. J'ai pas envie. À la place de Stalingrad. Ouais, bah non. J'ai pas envie que Christophe se fasse agresser. Mais moi non plus, mais j'ai pas envie non plus qu'il est là dans l'angélisme. C'est ça les hommes. Il est les hommes. Il est là dans l'angélisme en train de dire. C'est juste, tu vois ce que Simonet hier occulte cette réalité-là en parlant de tout répressif. T'es dur, franchement. Elle est dans un autre monde. Elle est pas dans notre réalité. Et ce elle a pas répondu à la question sur le fait que pendant 5 ans, on n'a rien vu de Daniel Obono. On n'a rien vu d'elle et on n'a rien vu de Mélenchon. Ça, elle n'a pas répondu. Elle esquive les questions. Elle fait partie de la com, Tarak. Oui, mais nous, on n'a pas besoin de com, on a besoin d'une réalité. Ne me fâche pas avec Daniel, c'est ma copine. On a besoin. Mais oui, mais moi, c'est pas ma copine. Je te dis la vérité. Oui, bon. C'est pas ma copine. Bon, Daniel, je t'embrasse. Allez, dans un instant, on est de retour et il faut qu'on parle des enseignants. Il y a un bordel sans nom à l'Académie de Versailles. Ils recherchent à tout prix et désespérément des enseignants. Tiens, au lieu d'aller vous fighter avec Patrick Carton. Il y a des Tunisiens à disposition si vous voulez des enseignants. Hein. Ouais. Moi, je peux enseigner si je veux. À la restauration scolaire. Ouais. Là, moi, j'enseigne le français et l'anglais. À la restauration scolaire pour servir. Des profs en mathématiques. Ouais, ça c'est profs d'allemand. Il y a beaucoup. Non, mais Tarak. C'est sérieux, quoi, les gars. Il faut qu'on en parle dans un instant. C'est sérieux, ouais. Vous qui êtes enseignants, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Déjà que les profs ne sont jamais remplacés lorsqu'il y a un prof. Tiens, je vais te donner un numéro de téléphone. Tu vas appeler une prof. Qui? Bah, toi. Qui? Bah non, tu vas appeler une prof et on va l'avoir en direct. D'ailleurs, on constate qu'il y a une prof absente aujourd'hui, c'est Audrey Pronesti. C'est ça. Donc, ça commence déjà très mal. C'est ça. Absentéisme dans les écoles, c'est une catastrophe. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le LGF, votre émission de référence avec Philippe Bouriaki aujourd'hui avec nous. Avec Tarak Sassi et la belle histoire qui se prépare aussi pour une première chronique tout à l'heure à 17h. Messieurs, dames, on va parler de ce qui se passe à l'Académie de Versailles. On va parler d'éducation et cette Académie de Versailles recherche désespérément des enseignants
parce qu'il n'y en a plus. Hein, tout simplement, il n'y a pas assez d'enseignants pour assurer la rentrée prochaine. C'est un recrutement express qui avait lieu sur plusieurs sites de l'Académie de Versailles. Objectif de trouver 700 professeurs des écoles ou enseignants en collège et lycée pour la rentrée prochaine. 700, c'est quand même pas un petit chiffre. Et on va en parler avec vous au 01 40 33 9000. On a Magali qui est avec nous. Magali qui est enseignante. Bonjour Magali. Bonjour. 700 enseignants que l'on recherche à l'Académie de Versailles. Est-ce que c'est un chiffre vraiment qui fait flipper, Magali là? Alors ça fait flipper, ça n'est pas nouveau, hein, le déficit de personnel justement au recrutement, ça fait plusieurs années que ça dure, mais cette année ça passe un stade catastrophique. Moi je travaille dans l'Académie de Créteil, on est dans la même situation en fait pour 2 postes de recrutement, on a seulement la moitié qui sont, la moitié d'admissibles. Absolument. Et donc cette session de job dating à l'Académie de Versailles, vous avez dû le voir, on l'a vu, à la télé. Ouais. Hein, il y a 2000 postes en fait. Qui sont recherchés, 2000 postes convoités. Ouais, avec donc un entretien express et une réponse express, je crois, sous 30 minutes, un contrat signé, un contrat très précaire et surtout un contrat temporaire. Donc nous, je sais pas si je peux parler un petit peu de la démarche qu'on a eue, nous, intersyndicale, sur l'Académie de Créteil. Mais on va juste, Magali, avant de vous laisser parler, apparemment, comment ça se passe pour devenir enseignant? Donc c'est un entretien de 30 minutes et si vous êtes admis, c'est un autre entretien et pour exercer dès la rentrée prochaine. Ça fait flipper quand même. Exactement, pour exercer dès la rentrée sans formation. C'est ça qui fait flipper. 30 minutes. Voilà, si vous êtes admis, on vous reconvoque et hop, vous êtes sur le terrain sans aucune formation. J'aimerais poser une question. Est-ce qu'il faut toujours avoir... parce qu'avant c'était un bac plus 3. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut toujours un bac plus 5 pour pouvoir être titulaire? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il faut toujours un bac plus 5. Effectivement, il faut avoir validé un Master 2. Il ne faut pas s'étonner aussi. Il ne faut pas s'étonner. Donc, Master 2. Alors après, il y a différentes modalités. On a des étudiants stagiaires qui sont en alternance dans les écoles. Mais effectivement, c'est le niveau de recrutement. Nous, là, on a, syndicalement, on a des demandes tout à fait différentes, justement, sur le recrutement des enseignants, mais notamment en termes de formation et surtout de rémunération dès le recrutement qui ne correspond pas à ce qu'ils font en ce moment et ça fait fuir en fait les candidats. Ouais. Voilà. Mais en même temps, Magali, là je vois devant moi les premiers résultats du concours, ils sont alarmants. Par exemple, pour un enseignant en mathématiques, pour 1035 postes, 816 ont passé la barrière de l'écrit simplement. 816. Oui. Voilà où on est. C'est scandaleux, vraiment. C'est scandaleux. Alors, il faut voir que, en fait, le vivier, on va dire, ou le nombre de personnes qui sont intéressées par ces postes est en baisse dramatique. Bon, c'est parce que, voilà, il y a le gel de points d'indice, pas d'augmentation des salaires, des conditions de travail déplorables. Donc, déjà, les candidats sont en nombre réduit. Nous, dans l'Académie de Créteil, pour 1079 postes proposés au concours, dans le premier degré, il y a eu seulement 521 candidats qui sont admissibles. C'est même pas admissible, ça veut dire qu'ils ne sont pas admis. Hein. Oui, c'est admissible. La barrière de l'admissibilité. Et donc, c'est même pas 48% du nombre de postes. Alors, le pire, c'est en allemand pour l'Académie de Versailles. Puisque du côté de l'allemand, 215 sont vacants, il n'y a que 83 admissibles. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, alors ce qui permet après, justement, dans l'urgence, et de recruter des contractuels, donc des personnes qui se présentent et qui sont, la plupart du temps, qui ne sont pas recrutés en plus sur l'année. C'est-à-dire, ils n'ont pas un CDD d'1 an, ils ont des CDD renouvelables avec des périodes de vacances scolaires qui ne sont pas rémunérées. Et ça, ce sont des économies énormes, en plus de baisse de la qualité, évidemment, de l'enseignement par des personnes qui n'ont pas été formées par l'éducation nationale, qui en est responsable, en fait. Mais je me souviens à l'époque, il y a un temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, que être enseignant ou prof, c'était une vocation, c'est quelque chose qu'on avait dans le sang, qu'on voulait faire absolument. Et aujourd'hui, cette vocation, elle a disparu parce que d'abord le travail est de plus en plus difficile, parce que le salaire ne suit pas, parce qu'on se retrouve dans des classes parfois à gérer des situations dont on n'a même pas été formé. Et voilà, l'exemple en a été donné parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que seules 30 minutes d'entretien
pour que vous soyez admissible et ensuite on vous reconvoque et vous enseignez directement sur le terrain. Enfin, c'est vraiment scandaleux, Philippe, quand on entend ça. Vraiment, ça donne pas envie de mettre ses enfants à l'école, là. Ça donne surtout envie de mettre ses enfants dans une école privée. C'est ça. Peut-être que la volonté finale, c'est ça. La volonté finale, c'est voilà. Moi, je salue. Encore que les écoles privées, c'est pas non plus voilà. Certaines écoles, c'est pas. Si, il y a une grande différence parce que les écoles privées, non simplement elles prennent l'argent des parents, mais en plus elles touchent les subventions de l'État. Ouais. Donc, à la différence d'une école publique qui ne touche que les subventions de l'État, donc ils n'ont pas les mêmes moyens. Moi, je voudrais d'abord remercier Magali d'être intervenue et je peux vous assurer qu'elle a fait un travail remarquable sur le terrain. Je l'ai vu auprès de ses collègues élémentaires, maternelles qui souffrent au quotidien et elle est là, elle pousse, elle hurle auprès de l'académie pour avoir des remplaçants et des remplaçants qui finissent par avoir un vrai contrat, pas des gens qui sont en CDD à la journée. Enfin, vraiment, les volants, c'est juste une souffrance et je leur tire mon chapeau pour la patience qu'ils ont et de remplacer au pied levé et on l'a vu pendant cette crise du Covid. Et puis, un autre côté qu'on oublie, c'est les AESH, ces femmes, pour pratiquement que des femmes, à 99,99%, travailleuses ultra précaires, qui touchent à peine 700 à 800 euros par mois, qui sont obligées d'accepter de faire les cantines, les garderies, etc., pour avoir un salaire à peu près décent, et encore on est loin du mot, qui sont dans une situation où tout peut s'arrêter du jour au lendemain, qui gèrent des enfants dans l'école de la République, dans l'école de l'inclusivité, qui sont en souffrance terrible, et sans elles, les profs ne pourraient pas fonctionner. L'inclusivité, c'est un bien grand mot. Non, mais là, pour le coup, elles font un travail juste remarquable. Et donc, Magali, elle est de tous ces combats. J'en connais beaucoup qui auraient jeté l'éponge depuis le temps. Elle continue à avoir toujours un fort sourire pour réconforter les gens. Et je la vois meurtrie et blessée de ne pas avoir les moyens de donner aux enfants de la République, surtout les enfants... tous les enfants de la République, mais aussi spécialement une grande pensée aux enfants qui sont en REP et en REP+, qui sont les oubliés de la République. Et à qui on envoie des profs non formés. Moi, je tiens à saluer quand même le témoignage de Magali, et je voudrais faire part de mon expérience. J'ai travaillé 5 ans dans les écoles, les collèges et lycées. Ouais. Nous, on a été victimes de cette réforme à l'époque. C'était le gouvernement, si je me trompe, je ne sais plus si c'était le gouvernement Sarkozy ou le gouvernement Hollande, qui avait fait passer le concours. En fait, le concours, on devait avoir Bac+5 au lieu de Bac+3. Ouais. Et donc ça a fermé la porte à moi, à beaucoup de gens, en fait, qui n'avions juste que Bac+3, et on ne se voyait pas, en fait, se relancer encore dans des études qui coûtent cher, parce qu'il faut être clair, boursier, ça paye pas. Et il y a eu une réelle précarité, et donc on se retrouvait en tant qu'assistant d'éducation, on se retrouvait en tant que prof de soutien, on se retrouvait en tant que personne qui cherchait des stages pour des jeunes qui étaient en mal de recrutation, t'as vu? Non mais sincère, hein, la recrutation, t'as vu? Et des professeurs en burn-out. Et puis bon, là je vais parler de quelque chose qui fâche. Les syndicats qui pourrissent tout et qui pourrissent la vie des gens qui veulent pas se syndiquer. Et je ne parlerai pas d'une certaine proviseure. Je ne parlerai pas d'une certaine proviseure qui s'appelle Yamina, qui a été candidate à plusieurs reprises au PCF, qui est proviseur d'un lycée dans le sud du 93 du nom de Jean Moulin, qui a fait en sorte de virer en fait l'ancienne équipe quand elle est arrivée, dont je faisais partie, pour mettre une nouvelle équipe qui était proche des syndicats et des idées qu'elle défendait. Ah, le syndicalisme aussi dans les écoles, c'est un problème aussi, Magali, faut le dire. Non. Si, il y en a. Ouais, alors... Non, mais si, Magali. Il y a syndicalisme et mafia. Tout à l'heure, Philippe parlait de mes interventions, la force, etc. et tout. Ouais. Et moi, j'allais dire, sans justement l'intersyndical. Alors, je suis militante syndicale et déchargée syndicale au SNUPP, FSU. D'ailleurs, je suis co-secrétaire départementale depuis quelques temps. Nous, on a une grosse force dans l'unité, justement, intersyndicale dans les luttes. Ouais. Et que ce soit pour l'éducation prioritaire, notamment la lutte contre les cités
ça y est, les cités éducatives qui permettent au final de faire des économies sur l'éducation prioritaire, que ce soit là sur justement l'exigence qu'on a dans l'académie de Créteil, qu'au lieu de recruter comme ça sur du job dating, il y ait un concours exceptionnel qui soit organisé avant les vacances au niveau licence, c'est-à-dire L3, et qui recrutent des enseignants qui seront formés et qui, au cours de leur année là de stagiaire, enfin de recrutement, auraient une formation Master 2. Dans toutes ces luttes, en fait, je pense que justement c'est l'intersyndicale qui nous donne et la force et on va dire au niveau de représentation des personnels, mobilisation pour les AESH, c'est évidemment pareil. Si les collègues AESH du Val-de-Marne ont tenu une grève illimitée depuis le mois de janvier, c'est grâce à leur détermination et à l'accompagnement des organisations syndicales. Après, j'entends tout à fait ce que dit le collègue. C'est vrai que je crois que c'était en 2010 justement cette réforme-là qui a augmenté le niveau de recrutement. 2012. Ouais, 2012. Et c'est aussi pour ça que nous, syndicalement, à la FSU, on a une autre proposition de recrutement qui permettrait à des étudiants, je crois que c'est niveau licence 3, troisième année de licence, d'être recrutés justement et d'être payés pendant leurs 2 années d'études avec des stages bien plus longs et bien plus intensifs au sein des écoles et d'être payés en tant que fonctionnaires de l'État. D'ailleurs, là, notre proposition pour l'Académie de Créteil, contrairement à ce qui se passe à Versailles où il y a ce job dating, recrutement précaire et tout, c'est que les collègues soient déjà fonctionnaires dès leur recrutement et soient formés sur l'année pour être... en fait, on veut pallier à toutes ces déficiences du système et surtout à la politique Blanquer qui a pété complètement l'école publique. Justement, Blanquer, j'allais y venir, n'est plus ministre. Pap Ndiaye, est-ce qu'il y a une rencontre de prévue avec le nouveau ministre ? Alors, je crois que nos organisations syndicales l'ont déjà rencontré. L'ont déjà. Alors, je ne pourrais pas te dire le contenu, mais je sais que, je pense, d'après le compte rendu que j'en ai vu, c'est pas très, pas très satisfaisant. De toute façon, Pap Ndiaye, quoi qu'il en soit de ses engagements ou tout ça, il a signé avec le ministère de l'Éducation nationale. Je crois que son chef de cabinet, c'est quelqu'un qui était auparavant au ministère des Finances. Et puis, de toute façon, il est bien tenu de suivre la ligne néolibérale de destruction de l'école publique. Et effectivement, comme disait Philippe, de favoriser, on va dire, les écoles privées, le privé, notamment au travers de la destruction de l'éducation prioritaire, où on pousse des personnes, des gens, alors des familles qui ont les moyens ou qui même n'en ont pas, à se dire, pour un futur pour mes enfants, je vais me sacrifier et je vais inscrire mes enfants dans les écoles privées, et ça, on est évidemment complètement opposé à ça, dans le sens où pour nous, c'est l'école de la République, l'école publique qui doit garantir l'émancipation de notre jeunesse, de nos jeunes, quoi. Merci Magali, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions au pied levé, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Merci beaucoup Magali et bon courage Magali. Pour la suite. À très vite. Merci. Voilà, on parle de ce qui se passe dans les écoles et ce job dating pour recruter des enseignants. On recherche désespérément des enseignants dans l'Académie de Versailles, mais pas que. Pour la rentrée prochaine, on parle de 700 postes que l'on recherche. Alors, il y a eu 2000 postes vacants du côté de l'Académie de Versailles. Ça recrute à tout va. Sauf que, évidemment, il y en a beaucoup qui candidatent, mais ils n'arrivent pas à passer l'écrit. Voilà. Non, mais ça devient difficile. Ça devient très difficile, les gars. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une politique où on encourage finalement à faire baisser les bras. Nous qui sommes des enfants de l'école de la République, qui avons cru et qui croyons davantage et toujours et encore à l'école de la République, je parle pour vous les gars, aujourd'hui on est en train d'inciter les gens à mettre leurs enfants dans des écoles privées. C'est-à-dire que tu vas avoir ceux qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans des écoles privées et ceux qui n'ont pas les moyens et vont devoir subir les différentes problématiques, et il y en a beaucoup de l'école de la République. C'est-à-dire qu'il y a les laissés pour compte, encore une fois. On arrive toujours au même point. Christophe, tu sais, le rêve de l'école, il a commencé à se casser un petit peu à partir de 97, et ça se voyait dans des films. Le film de Gérard Depardieu, là, j'ai oublié le nom, qui était assez démonstratif déjà. Bon, c'est vrai que c'est de la fiction, mais c'était assez démonstratif de ce qui allait pas dans les écoles. Il y a plein de cas aujourd'hui. C'est plus un métier sacré, c'est un métier aujourd'hui. Le savoir, en fait, c'est devenu une denrée qu'on vend. Tu fais une formation, un compte PCF, je sais pas quoi, et t'es pas obligé d'avoir ça. On a désacralisé déjà tous les diplômes. Un bac, c'est rien. Avant, t'avais le bac, waouh, on te respectait. Aujourd'hui, moi à l'époque, mon père, de son vivant, paix à son âme,
il me disait, j'ai eu mon certificat d'études. Ok, d'accord. À l'époque, c'était quelque chose d'important d'avoir son certificat d'études. À l'époque, tu avais ton brevet, limite, on devait te mettre le chapeau, t'as à l'université d'Yale. Maintenant, ça vaut rien. Le bac, ça vaut rien. Une licence universitaire, ça vaut rien. Un bac plus 5, ça vaut rien. Jusqu'où ça va aller? Ils ont tué l'école, ils ont tué l'enseignement. Et je veux dire, il y a aussi du côté des syndicats, faut pas se mentir, mais il y a beaucoup du côté des ministères qui se sont suivis depuis très longtemps. Et de toute façon, on va vivre à l'américaine la scolarisation, et puis c'est tout. Alors, c'est peut-être lié d'ailleurs, parce que le problème qu'on a dans les écoles est aussi présent, et voire même davantage, on a pu s'en rendre compte avec la pandémie, dans les hôpitaux. Bien sûr. L'urgence est aux urgences, pour le coup, parce que des services d'urgence ferment aujourd'hui en 2022, Philippe et Tarek, amis auditrices, auditeurs, par manque de personnel. Macron, qui s'est déplacé d'ailleurs au CHU de Strasbourg, je crois, en tout cas dans les parages, a eu à faire face à la colère, justement, des soignants, qui sont très en colère, qui sont abandonnés. Et aujourd'hui, on a plus de 120 services d'urgence de CHU, d'hôpitaux en France qui ferment par manque de personnel la nuit. C'est-à-dire que si tu as une urgence, alors on va parler aussi de la problématique du médical de ville. Les médecins, il n'y en a plus. Aujourd'hui, dans certains endroits de France, la désertification médicale dans le 18e est présente, et pas qu'en campagne. Vous pouvez pas tout avoir, hein. Vous avez les dealers, vous pouvez pas avoir les médecins, non? Ah, merci. Ça va, partage un petit peu. C'est gentil, ça, c'est gentil. Ça, le petit tacle en dessous de la ceinture, il est mignon. Non, mais on peut se faire soigner en banlieue, mais à Paris même, c'est devenu alors impossible. On en parle avec vous au 01 40 33 9000. Faites-nous part de vos difficultés à trouver un médecin, voire même un spécialiste. Je pense à des ophtalmos, des dermatologues, voilà, que sais-je encore. On en parle évidemment, c'est un véritable problème qui n'est pas en propre à Macron, il faut le dire. C'est une crise qui remonte à plus de 40 ans, mais qui s'est accentuée d'année en année, et surtout avec l'arrivée avec la pandémie, on a pu s'en rendre compte, alors qu'on applaudissait il y a 2 ans, tous les soirs à 20h, les soignants. Aujourd'hui, on les méprise. A tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Philippe Bouriaki, avec Tarek Sassi. Et évidemment, on va parler maintenant d'un autre problème tout aussi important qui est au cœur d'ailleurs de l'actualité. C'est le problème des hôpitaux et du manque de personnel. Un personnel qui pour le coup est très mal payé, qui font des services de plus en plus longs. Il y a des infirmières qui se retrouvent par exemple la nuit à avoir 40 malades et en étant toute seule, la seule infirmière. C'est beaucoup évidemment. Et des services d'urgence, Philippe Bouriaki, conseiller régional Île-de-France écologiste, des services d'urgence qui ferment la nuit parce qu'il n'y a plus de personnel. Bah écoute, moi je vais donner une expérience il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il y a à peu près, je crois, 3 semaines, j'ai fait une crise de colique néphrétique. Ah oui, je me rappelle, je t'ai appelé. J'ai été aux urgences au CHU Henri de Henri Mondor. Je suis resté 13 heures sur le brancard. J'ai eu une demi-heure où j'étais en pleine crise, c'est-à-dire que quand je dis j'hurlais, je pleurais tellement que j'étais plié en deux avant qu'on daigne... un infirmier daigne venir et me mettre de la morphine qui allait calmer la douleur. Mais moi, j'avais des gens qui passaient devant moi et qui ne me calculaient pas. Mais pas parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils étaient débordés. Et l'urologue, l'interne urologue que j'ai vu en pleine soirée, m'a dit on va vous garder en observation ce soir, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas utiliser le bloc ce week-end. Donc j'étais rentré un vendredi... à 9h, non à 10h, je suis arrivé là-bas à 10h, à 23h je suis monté en chambre, alors qu'elle était prête un petit peu avant, mais sauf qu'ils n'avaient pas le temps d'appeler les étages, déjà de t'orienter vers le service adéquat dans lequel on peut s'occuper de toi selon ta pathologie, et donc ils m'ont fait ressortir le lendemain vers les coups de 15h, avec un gros package de médicaments et d'antidouleurs qui ont fait que j'ai pu passer le week-end sans trop de difficultés, entre guillemets. Le calcul a réussi à passer l'urètre et s'est retrouvé dans la vessie, donc la crise est passée, mais j'ai vu des gens en train de courir tout le temps, et quand je te dis c'était rempli
dans les couloirs de gens qui étaient là sur des brancards. On nous a pas donné un verre d'eau, aux urgences on ne donne pas à boire, on ne donne pas à manger. J'avais personne qui pouvait venir me tenir compagnie. Enfin, c'était très compliqué. Des fois, dans les urgences, il vaut mieux pas manger. Hein. On a abandonné aussi la médecine de ville, messieurs. Il n'y a plus de médecins aujourd'hui pour trouver un médecin traitant. Est-ce que vous avez d'ailleurs un médecin traitant, vous? Non. Oui. Philippe? Oui. Nadège? Oui. Oui. Mam? T'as un médecin traitant? Oui, j'ai un médecin qui me traite. Oui. Oui. Non mais d'accord, mais bon, non mais parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas, parce qu'ils n'en trouvent plus. Non, alors moi j'ai un médecin traitant, mais le médecin traitant n'est pas à côté de chez moi. Il faut que je fasse des kilomètres, il faut que j'aille dans la ville d'en face pour pouvoir le consulter. Ça s'est passé quand j'ai changé de médecin traitant, c'était par défaut parce que c'était la période du Covid et mon médecin traitant d'origine avait attrapé le Covid, un Covid long, ce qui m'a forcé à condamner à en trouver un autre. Voilà. Jamel est avec nous. Salut mon Jamel. Jamel? Oui, c'est barré. Jamel. Salut à toutes et tous. Ouais. Salut Jamel. Tu m'entends? Oui, ça va, on t'entend. Salut Christophe, salut toutes et tous. Salut. 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 Ouais, alors, ouais, comme d'habitude, déjà un petit coucou à Philippe, j'ai bien aimé ton intervention de ce matin avec le petit détail de tes comptes. C'est important. Voilà, ça s'est passé. Le problème qu'on a en France... Explique quand même, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui n'ont pas suivi ce que j'ai fait sur mon Facebook ce matin. Le service public et tout ce qui est assimilé. D'accord. Il veut pas expliquer, il s'en fout ton truc. Non, il n'a pas pas salué, ça va. Vas-y, Jamel. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, Philippe te demande d'expliquer ce qu'il a fait ce matin, en fait. Moi, je suis parti pour l'emploi. De quoi? Allô? Oui, achète-toi un téléphone, mon vieux. Sors de garde à vue ou sors ta grotte. Mais non, j'ai un bon téléphone. Mais non, t'as pas un bon téléphone. Ça s'appelle Champ. Vas-y, Jamel. Je vais pas citer la marque. Non, cite pas la marque. Tu m'as pris pour Philippe. Ça passe pas là. Ton opérateur change d'opérateur. T'es chez qui qu'on n'y aille pas? C'est l'opérateur. Ouais, bah oui. Chez Laisse-toi faire. D'accord. Laisse-toi faire. Parce que je suis chez Drahi, je pense que c'est pour ça. Ok, ouais. Alors vas-y, Jamel, on t'écoute, rapide. On flingue le service public, que ce soit l'enseignement, que ce soit les hôpitaux. Quand j'écoute Philippe, malheureusement, ce qui me fait mal au cœur, c'est que c'est quelque chose qui est devenu commun de poireauter 13 heures. Moi, j'y vais pas, j'ai été blessé, j'en suis encore à souffrir de la cheville, mais alhamdoulilah, il y a pire. 4 mois après, j'ai même pas cherché à aller à l'hôpital de Poissy ou de Pontoise, pour ne pas les citer, parce que même si on a des médecins compétents dedans... Attends, bouge pas. Tarek, tu veux pas mourir en silence, s'il te plaît? Ça m'arrangerait. Ah ouais, non mais là, attends, il est en train de mourir en direct, là. Je vais à l'hôpital. Ouais. Jamel, vas-y, pardon. Pas de souci. Donc, moi, je te dis, je préfère aller en clinique, quitte à payer, parce que au moins, je sais que quand je vais passer 6 heures en clinique, je vais faire 6 heures de A à Z. 6 heures, c'est à peine la moitié du... Ça m'est déjà arrivé d'attendre mon père, la Rahmo. On est resté 13 heures à l'hôpital sans qu'il ait vu qui que ce soit. Et une semaine après, j'ai dû menacer de non-assistance à personne en danger pour qu'on puisse le prendre en charge. Une semaine après, hein. Et il nous a quitté le 15 janvier. Hein. Je te parle de ça, 20 décembre 2019. C'est juste incroyable. Et où est-ce qu'on va? Parce qu'il faut faire des économies sur l'argent public. On met en danger la vie des citoyens. C'est juste impensable. En tout cas, dans notre pays, c'est complètement inconcevable avec la République. Ouais. Merci mon Jamel. Des services publics, c'est tout. Merci Jamel pour ton appel 01 40 33 9000 pour parler évidemment de ce qui se passe dans le milieu hospitalier. C'est la catastrophe à tous les étages, on peut le dire, pas qu'au service des urgences, dans tous les services. Les infirmiers, les soignants, les médecins également n'en peuvent plus. Ce travail est très mal payé. Et on a eu besoin d'eux pendant 2 ans, pendant la pandémie. On les a applaudis chaque soir. Aujourd'hui, on les méprise. On a pu se rendre compte qu'au travers de cette pandémie, il y a de gros manques dans les hôpitaux. Et on n'a pas pris en compte leur appel, leur détresse aussi. Et il est peut-être temps de s'occuper de cette problématique qui ne remonte pas à 5 ans, qui remonte à plus de 40 ans, mais qui s'est accentuée d'année en année. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. On parle dans cette émission de votre quotidien finalement. Alors, il y a eu des chiffres quand même qui sont assez alarmants sur le nombre de personnes qui partaient aux urgences il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a triplé le nombre de personnes
qui sont partis aux urgences. Je vous propose d'écouter, juste pour se rendre compte un petit peu de la réalité, un petit extrait de ce qui s'est passé sur BFM TV où une journaliste explique un petit peu la situation avec des médecins en plateau. Écoutez. Je sais que l'Élysée a commandé un nouveau rapport sur la question. On n'appelle déjà plus ça un rapport, on appelle ça une mission flash. Je ne veux pas prendre le travail de celui qui a été missionné, mais s'il y a bien un sujet sur lequel je pense qu'on n'a mais vraiment pas besoin de faire un nouveau rapport d'expertise, c'est les urgences. Absolument. On sait, et le docteur Fadala acquiesce. Tout est connu, c'est pas que les urgences, c'est tout l'hôpital. Je pense qu'on sait faire le diagnostic. Exemple, rapport de 2017 du Sénat. Vous l'ouvrez, ça n'a pas pris une ride et ça malgré la crise sanitaire. Premier point, page 1. Des services débordés et souvent démunis face à l'évolution du nombre et de la nature des demandes de soins d'urgence. Je vous traduis, aujourd'hui, tout le monde va aux urgences, c'est devenu un réflexe, une offre de soins normale. Regardez cette courbe, en 96, 10,1 millions de personnes sont passées dans l'année aux urgences. 2019, 21,3 millions. Plus de 100% de hausse de fréquentation en 20 ans sur des structures qui n'ont pas changé. Alors, vous pourriez me dire, on est plus nombreux qu'en 96. Mais ça tient pas. C'est vrai que si le CHU de Poitiers était peut-être très attractif, une hausse de 20% des fréquentations des urgences en 4 ans, c'est plus que pour la ville. Mais alors pourquoi cette affluence désormais permanente aux urgences en France? Alors là, ça devient passionnant. C'est difficile de dire que c'est parce que les gens font n'importe quoi ou qu'ils vont aux urgences parce qu'ils se sont cognés le petit doigt de pied. C'est beaucoup plus compliqué et surtout c'est lié à l'évolution de la société. La population qui va aux urgences n'est plus la même. Par exemple, la prise en charge des accidentés de la route, c'était le centre du concept des urgences dans les années 70. Aujourd'hui, c'est en net déclin. Par contre, la fréquentation des personnes âgées, elle, très âgées même, est très en hausse. Les patients de plus de 75 ans, c'est 17% des passages, alors que c'est 11% de la population. Ils viennent souvent pour de la traumatologie, ça correspond au travail des urgences, mais ces patients demandent du soin, de l'accueil, ça prend du temps. Attendez, professeur, vous confirmez, c'est pas une question de patients qui vient et qui abusent des urgences? C'est pas le problème principal. Il y a une petite partie des patients qui n'ont pas besoin d'aller aux urgences, et c'est ceux qu'on réoriente aujourd'hui à Bordeaux. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, et c'est le même constat partout. On a par contre un flux de patients assez lourd qui nécessitent des soins, dont les personnes âgées, mais il y en a d'autres. Et on n'a surtout pas ou très peu de lits à leur proposer en sortie des urgences. Et c'est ce qui fatigue et ce qui épuise énormément l'ensemble des médecins urgentistes. C'est ce qu'on appelle la bataille des lits, qui mobilise pratiquement 80 à 85% du temps d'un médecin urgentiste aujourd'hui. Laure. Les autres, par exemple, ce sont les complications des cancers ou les maladies chroniques. Pourquoi ? Parce que grâce au progrès de la médecine, vous n'êtes pas obligé de rester à l'hôpital, mais vous pouvez avoir un problème d'urgence. Et là aussi, on a besoin d'accueil et de soins. Encore une fois, c'est le rôle. Donc, vous dites que c'est de la faute de personne, c'est juste l'évolution de la société ? Alors, j'ai pas fini. Qui, autour de cette table, a un médecin traitant ? Moi. Eh ben c'est bien, vous êtes le seul. Qui a déjà appelé Qui a déjà appelé un pédiatre un soir à 18h ? Non, enfin ça j'ai tenté. Mais ça ne marche pas. Vous voyez où je veux en venir ? La médecine de ville. Chapitre 2 du rapport du Sénat, les services d'accueil des urgences offrent une réponse inadaptée aux carences de la médecine de ville. Il suffit de lire. Selon la Cour des comptes, 43% des passages aux urgences relèvent d'une simple consultation médicale. 35% auraient pu obtenir une réponse auprès d'un médecin généraliste. C'est indispensable de développer l'offre de ville pour la prise en charge en journée des soins. Je ne vous dis pas de revenir au bon vieux médecin de famille qui prend l'apéritif avec votre grand-mère, mais il faut renforcer les centres de santé et ouvrir plus tôt et plus tard. Les urgences pédiatriques, par exemple, entre 17h et 22h, c'est l'horreur. Conclusion, c'est toute l'offre de soins qu'il faut faire évoluer. Pas besoin d'un nouveau rapport pour le savoir. Faut juste lire ce qui est déjà écrit depuis 10 ans. Et voilà. Et ben voilà, le constat est là. Je trouve la journaliste excellente. Elle a fait un très très bon résumé. C'est vrai. Elle avait presque la voix de Maureen Dor. Ouais, vous vous rappelez de Maureen Dor. Tout à fait. Non mais voilà, c'est sérieux les gars, c'est sérieux là. Ce dont on parle, c'est vraiment ça. On peut en avoir besoin. Et quand on entend que 43% des gens qui vont aux urgences, ce sont des choses qui auraient pu être traitées par un médecin traitant, que beaucoup n'ont plus aujourd'hui. Voilà aussi, c'est cette défaillance de cette médecine de ville qu'on a totalement abandonnée, cette désertification qui s'est accentuée aujourd'hui. Et ce numerus clausus que personne n'a compris, évidemment. Aujourd'hui, voilà la médecine, dans quel état elle est, c'est au bord du gouffre. Aujourd'hui, on parle de la France en 2022, Tarak. Non mais voilà. Attends de voir la France en 2023. Oui, non. Mais quelle mascarade cette mission flash quand même. C'est incroyable. 4 semaines pour pondre un rapport.
sur un rapport, d'un autre rapport d'il y a 10 ans, d'un autre rapport il y a 5 ans, il y a 3 ans. C'est incroyable, les gens ils disent pas. L'essentiel aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir apporter des rapports et de programmer les prochains rapports qui nous aideront à avancer sur l'agenda des prochains rapports. Ouais. Philippe. Ça, c'est une bonne réponse. Non mais sérieusement, toi t'es un peu aux manettes quand même, t'es conseiller régional. Ce problématique. Doucement. Non mais d'accord. Un peu aux manettes. J'étais là, j'ai appuyé sur le bouton rouge. Ah merde, on vient de raser Moscou. La blague, elle va. Soyez sérieux, merde. On parle de sujets sérieux là. Non, sérieusement. Il a même pas de manette chez lui, je vais être aux manettes. Je crois qu'on est en train de jouer à l'Xbox ou quoi? Je savais qu'on allait avoir du mal avec ces deux-là, je te le dis. On s'excuse pour les auditeurs. On va pas être sérieux. Mais t'as tout le reste de la semaine pour être sérieux. Ça va, un petit peu de décompression. On va mourir. Faut le dire aux gens la vérité. On va mourir. On va tous mourir. Voilà. Super. Non, mais c'est un bordel sans sérieux 2 minutes. Non, mais c'est un problème grave. Non, mais ça demande quand même un réexamen complet du système médical français. On se base encore sur le système qui est quand même un système qui est à garder sur certains fondements, qui est le système de la sécurité sociale. La sécurité sociale est en péril. Pourquoi? Parce qu'on a, dans les sommets de la République, des gens qui réagissent comme des comptables. Même François Mitterrand l'a dit il y a quelque temps. Donc, après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables. On y est. Et la situation de l'hôpital public, c'est pas quelque chose que l'on devine maintenant. C'est quand même quelque chose qui s'est dégradé au fur et à mesure même depuis... allez, si on veut prendre vraiment le cas, par exemple, 2003. Si on veut prendre la situation de 2003, 2003, c'est la grande canicule, c'était il y a presque 20 ans. Franchement, est-ce que quelqu'un serait capable de me dire qu'est-ce qui a changé en 20 ans dans la prise en charge des plus âgés? Ah si, je peux te dire. Je peux te dire. La Pentecôte qui ramène quelques milliards et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Voilà, ça a changé. Ça a changé d'une poche à une autre. Exactement. Ils nous ont mis une douille, on l'a pas vu arriver celle-là. Bon, eh bien, on sera amené à en reparler en tout cas, parce que c'est. On sera amené à en parler de rien du tout. Il faut ouvrir aux médecins étrangers pour dépouiller les pays du tiers-monde. Les médecins tunisiens. Comme ça, avec un peu de chance, eux mourront plus vite que nous. Mon cousin Hamed, il est médecin. Il veut venir soigner les Français. Ah bah il est bienvenu, Là, je vais venir soigner les Français. On attend les serveurs tunisiens pour cet été d'ailleurs. Les serveurs, tu veux les mécaniciens, tu veux même diriger la France. Là, on peut le faire. Diriger la France, comme vous avez dit. On peut le faire. Non, ça va. Il y a des Tunisiens à la NASA. Il y a des Tunisiens à la NASA. C'est du racisme. Oui, non, mais non, diriger la France. On a les meilleurs mauvais au monde, donc on veut les garder. Bon allez, bouclez là 2 minutes. Vous êtes raciste. Tarek Sassi, merci beaucoup. Inch'Allah, on devient président des États-Unis. D'accord, ok, à demain. On va retrouver notre invité dans un instant qui vous entend. Franchement, c'est pas glorifiant, je vous le dis tout de suite. Franchement. Vous êtes vraiment. Excuse-nous d'être heureux, excuse-nous d'être joyeux, excuse-nous de ne pas nous faire agresser à Stalingrad par des racailles, on s'excuse. Oui, non, mais d'accord, mais bon, faut être sérieux 5 minutes. Ah non, vous êtes sérieux et on voit dans quel pays. Bon, taisez-vous, dans un instant, la belle histoire. Vous avez mis le monde. La belle histoire qui va nous faire une petite chronique et ensuite notre invité, Yanis Bacha, qui est avec nous sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF, votre émission de référence, ou ce qu'il en reste, quand il y a des Oscars d'aujourd'hui. Je me demande ce que c'est cette émission. On a un vote des auditeurs. C'est pas le grand forum, c'est la grande Tunisie. Oui. Quel jour ils préfèrent? Moi je suis sûr que le mercredi ressort en premier. Eh ben on fera un sondage. Voilà. Je crois que je vais du mercredi maintenant. Pour l'heure, on retrouve la belle histoire qui est avec nous sur France Maghreb 2 pour nous offrir une chronique à 17h qui s'appelle Foule électorale. Foule électorale. Eh bien, c'est parti. Je te lancerai le signal au bout d'un moment. Oui, d'ailleurs, on s'est même pas calé d'ailleurs. C'est pas grave. Vas-y, c'est parti, mon ami. La belle histoire, c'est à toi. Foule électorale. Nous voici depuis lundi entrés dans une période de campagne officielle pour les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. C'est un enjeu important pour les partis politiques qui tirent de leur financement des voix récoltées lors de ces élections permettant à 577 députés de légiférer 5 ans durant sur la France.
C'est ainsi que 20 partis ou groupements politiques se livreront bataille ou propagande le disputera aux arrogances en propos candidats de tous horizons. C'est aussi là où, venant des villes et des campagnes, des dizaines de candidats à la députation battent le pavé à baver de belles paroles qui sonnent à vos oreilles comme une belle symphonie. Pour d'autres, les paroles rentrant d'un orifice auditif pour en sortir d'un autre. Rappelons que le premier parti de France reste l'abstention. Et si vous, Françaises et Français, vous n'allez pas voter, ben, certains extrémistes vous diront que c'est de la faute à Karim Benzema. C'est la séquence politique où une bonne majorité y vont par conviction et d'autres par prostitution. La recette est simple. Meeting, apéro, porte-à-porte et média training nécessaires, ceci dit, pour certains candidats du Rassemblement national, incapables de parler et d'autres choses que de l'immigration. Alors vous savez, foule électorale, pourquoi je l'ai appelé foule électorale? Parce que tout simplement, j'avais envie d'illustrer la séquence politique que nous sommes en train de vivre par une chanson. N'est-ce pas, Christophe? Vous avez reconnu la chanson quand même. Full sentimental, Alain Souchon. Absolument. Oh là là, la vie en rose, la NUPS qu'on nous propose, d'avoir des quantités de sièges. Je préfère allumer un cierge. Aïe, où on nous fait croire que Renaissance c'est d'en avoir pas trop d'espoir. Macron, illusion dérisoire, car foule électorale, dans la soif de vos voix, attirés par le burkini, les voiles, pas que des choses pas très halal. Foule électorale, il faut voir comment on te parle, comment on nous parle. Il se dégage à l'Assemblée nationale des députés hors d'usage, comme au Rassemblement national. On nous inflige, candidats qui nous affligent. Insoumis, faut pas déconner, dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est. Une foule électorale, quartier pop, c'est l'idéal. Pas d'éléments de langage, c'est mal. Reconquête très misérable. Foule électorale, il faut voir comment tu parles, comment on nous parle. On nous Chapin Marlène, on nous Pascal Pro, quelle peine. Debout la France et la Hesse, les patriotes, quelle misère. Républicain s'en va, Pécresse la grande mesquina, les gens de la diversité ont aussi droit de citer. Car foule électorale, dans la soif d'idéal, attirés par les scandales, mais les voiles, que des choses pas très morales. Foule électorale, il faut voir comment on vous parle, comment on vous parle. Foule électorale, c'est ainsi que les choses sont faites. 15 jours de bataille et peut-être une vraie assemblée nationale, mais j'en doute.
Merci beaucoup la belle histoire pour cette superbe chronique. Bravo. Magnifique, Mazel Tov. Ah, c'était bien, franchement, bravo. C'était super. Ouais. Non, mais incroyable. Ah, mais extraordinaire. Attendez, il s'occupera de vous tout à l'heure, vous inquiétez pas. Pour l'heure, on est avec un catcheur et un boxeur. Notre invité, c'est pas une menace. Hein. Yanis Bacha qui est avec nous, il est candidat dans la 16e circonscription de Paris. Yanis, bonjour. Bonjour Yanis. Bonjour Christophe, bonjour Tarek, bonjour tout le monde. Bonjour Yanis. Circonscription de Paris. Alors, ravi de te recevoir Yanis. Tu devais être en studio aujourd'hui avec nous. Oui, voilà. Je devais. Il t'est arrivé une petite mésaventure hier. Oui, il m'est arrivé une petite mésaventure qui arrive malheureusement à beaucoup de Français. Voilà, j'ai pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas un événement en soi, c'est une mésaventure, mais voilà. C'est pas un non-événement. Moi, je considère que c'est très grave ce qui t'est arrivé, Yanis, hier. C'est ce que subissent beaucoup de gens du 18e, du 19e, du 10e. Et pas que. Aujourd'hui, de plus en plus à Aubervilliers-Pantin. Et que j'ai l'impression en fait que les choses se concordent entre ce que j'ai dit hier à Darmanin et ce qui t'arrive aujourd'hui. J'ai l'impression en fait que cette urgence aujourd'hui elle est inévitable et on est dans un scénario vraiment mal ficelé et qui est horrible en fait dans sa finalité quand je vois ce qui t'arrive quoi. Alors Yanis Bacha, vous êtes candidat pour la majorité présidentielle Renaissance dans la 16e circonscription de Paris. Je dois préciser que vous êtes une personne à mobilité réduite, vous êtes dans un fauteuil roulant et pour le coup vous avez fait de votre handicap une force. Vous avez travaillé je crois à Canal+, vous avez travaillé au cabinet de Sophie Cluzel, vous avez travaillé aussi à l'Assemblée nationale et aujourd'hui vous vous lancez dans cette aventure de la députation. Yanis Bacha, aujourd'hui votre parcours est exemplaire. J'ai envie de dire rien que pour ça, bravo. Comment vous voyez cette arrivée à l'Assemblée nationale? Quelle est votre définition d'un bon député, Yanis Bacha? Un bon député est quelqu'un qui est sur le terrain en permanence, qui est connecté avec ses habitants de sa circonscription, en l'occurrence pour ma part le 19e arrondissement, qui les défend au quotidien. Je pense que la logique de défendre est importante. Et aussi de suivre le programme de la majorité présidentielle, puisque je me suis engagé derrière Emmanuel Macron. Et donc, d'être évidemment dans une adhésion au projet du président, mais de l'adapter et d'essayer de l'améliorer aussi pour mieux coller aux attentes des habitants de la circonscription. Et ces attentes sont immenses. Yanis Bacha, il y a quand même un problème dont personne ne se rend compte, mais quand on est en fauteuil roulant, par exemple aujourd'hui à Paris, dans une grande ville, il y a de la discrimination à outrance puisque vous ne pouvez pas prendre le métro, par exemple. Oui, le métro est compliqué, hormis la ligne 14, même si les bus le sont à 100% et je peux quand même m'en réjouir, hein, de voir le verre à moitié plein ou moitié vide. Après, le métro est une question complexe puisque les infrastructures datent de plus d'un siècle et donc ça paraît compliqué aujourd'hui de vouloir adapter toutes les stations de métro. Et il faut essayer de mettre clairement tout le monde autour de la table et de voir quelles solutions alternatives on peut trouver. Ouais, et ce que vous allez essayer évidemment de faire si vous arrivez à l'Assemblée nationale. Yanis Bacha, est-ce que aujourd'hui le bilan d'Emmanuel Macron, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, n'est pas une difficulté en soi pour les habitants? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain aujourd'hui? Aujourd'hui, les habitants ils me disent que pendant le Covid, Emmanuel Macron était là. Il a su permettre au pays de rester à flot. Il a su préserver le tissu économique. Il a su, grâce au bouclier anti-inflation, de limiter le prix à la pompe du gaz, limiter le prix des matières premières. Il a pu également augmenter l'allocation à handicapés. Il a pu augmenter le million de vieillesse. Voilà, toutes ces mesures sociales. Il a pu également dédoubler les classes de CP, CE1 dans les REP et les REP+, hein, les classes d'éducation prioritaire, les réseaux d'éducation prioritaire. Voilà ce qu'ils me disent. Alors évidemment, on parlera toujours du crack, la politique du crack avec, évidemment, c'est pas uniquement du fait d'Emmanuel Macron et vous avez un expert en la matière qui connaît le terrain et les techniques qui est à associer en plateau. C'est pas uniquement de la faute de l'État, hein. C'est une multitude d'acteurs qui malheureusement n'arrivent pas à s'entendre autour de la table. Mais vous en avez été victime, Yanis, on rappelle hier, vous étiez à Stalingrad en train de tracter et un cracker, hein, c'est comme ça, un toxicomane vous a mis un coup de couteau, vous qui êtes en fauteuil roulant. Non, on n'a pas mis un coup de couteau.
Il m'a menacé avec un couteau. Il vous a menacé avec un couteau. Oui, et c'est pas avec vous. Et il vous a pris votre portable, par exemple. Exactement. Voilà. Il vous a menacé avec un couteau et il vous a pris votre portable. Tout ça, ça se passe en plein Paris. En plein après-midi. Oui, en plein Paris, en pleine heure de pointe. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir comment on peut lutter contre ça. J'ai vécu, encore une fois, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un non-événement. J'étais au commissariat du 19e. Et malheureusement, les exemples comme les miens font légion. Alors oui, je suis candidat aux législatives, mais mon cas est aussi grave qu'une maman africaine qui s'est fait voler également son téléphone dans le métro et qui est venue avec son enfant dans les bras parce qu'elle n'avait personne pour le garder et qu'elle est une famille monoparentale. Et la douleur de cette femme m'a évidemment déchiré le cœur parce qu'elle est beaucoup plus en galère que moi qui ai la chance d'avoir une assurance mobile et qui en aura d'ici une semaine. Voilà, donc faut se contenter de ce qu'on a. Moi, je me contente de ce que j'ai et je remercie tout le monde pour ça. J'ai une équipe formidable à mes côtés qui me permet de passer ce cap-là et de passer à autre chose et de continuer ma campagne. D'ailleurs, je profite de ces ondes pour remercier l'ensemble que ce soit la mairie du 19e, la mairie de Paris, mais aussi les services de l'État d'avoir été à mes côtés dans cette épreuve et d'avoir essayé au mieux de faciliter mon quotidien et la prise de la plainte. Yanis, est-ce que vous qui avez travaillé à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle est adaptée au fauteuil roulant? C'est quand même, c'est la question qu'on me pose souvent. Bah oui. Oui, elle est adaptée partiellement. Après, il y aura peut-être quelques accès à revoir, mais quelques portes à élargir. Mais oui, a priori, elle est accessible. Même si, malheureusement, je pourrais peut-être pas aller au perchoir. Ah oui, vous pourrez pas aller au perchoir, bah oui, exact. Alors, moi, je dois dire quand même que je dois saluer la majorité présidentielle qui font confiance à quelqu'un en fauteuil roulant et qui leur disent, voilà, vous pouvez être notre candidat, vous pouvez être notre député. Et franchement, en ça, je sais pas ce que vous en pensez, Tarak et Philippe, sans faire de politique, on salue quand même. Il y a eu tellement de racisme et de discrimination envers les handicapés que pour le coup, c'est un grand geste qu'il faut saluer. Oui, moi je salue, mais bon, j'ai préféré plus découvrir la personne de Yanis Bacha qui m'intéresse en soi, comme aussi de l'autre côté Mohamed Gassama, qui, au-delà, de la dimension et l'étiquette LERM, moi qui personnellement ne m'intéresse pas, moi c'est plus l'individu qui m'intéresse. C'est ça en fait, c'est ça que je salue. Et puis il y a quelque chose aussi que Yanis a fait avec nous sur le terrain, c'est les distributions alimentaires et surtout constater la gravité à l'intérieur même du terrain du parc Auguste Baron à la Villette, à Port de la Villette. Et aujourd'hui, maintenant, en se mettant dans le bain, il se retrouve dans des oppositions avec, bien sûr, des leaders de pacotille. Là, récemment, on a eu Stéphanie Benoît qui a encore attaqué Yanis parce que Yanis a rencontré Olivier Véran, mais pas pendant son meeting, mais après. Et je pense qu'il a... ces calendriers ministériels, ils sont indépendants de lui, donc il peut rien faire. Donc il y a des gens qui s'engagent après qui ne suivent pas. La chose moi que j'aime chez Yanis, c'est que il s'engage à être là, il fait les choses, mais après voilà, ce qui viendra au-dessus de lui, moi je peux pas le reprocher, mais au moins si quand il sera élu, s'il fait son travail et qu'il va s'engager pour les gens et qu'il va dépasser son étiquette politique et qu'il va faire les choses, peu importe l'étiquette politique des gens, et qui va les aider, moi c'est ça que je salue. Et je vois plus une cause, je vois plus un homme et quelqu'un avec des convictions plutôt qu'une étiquette politique quand je vois des Yanis. Yanis Bacha, pourquoi le 12 juin prochain il faut voter pour vous quand on fait partie de la 16e circonscription de Paris? Yanis Bacha. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier Tarak pour cet éloge. Je me rappelle encore, c'est vrai, les distributions de nourriture qu'à l'époque, je n'avais pas voulu médiatiser, je n'ai jamais médiatisé d'ailleurs. Mais on avait remercié, c'est vrai, 40 kilos de nourriture dans une sac pour aider les migrants de la Porte de la Villette. Et avec Mohamed Gassama également, candidat de l'autre circonscription, dans le 20e arrondissement. Et on s'était rendu compte justement de cette difficulté terrible et de cette détresse humaine. Ça m'a permis de relativiser ce qui m'est arrivé hier. Pourquoi il faut voter pour moi? Pourquoi les électeurs de la 16e circonscription devraient voter pour moi? Pour un député qui rassemble, pour un député qui vous ressemble, qui ressemble à l'arrondissement. J'ai habité dans cet arrondissement, j'y ai grandi. J'ai connu des galères aussi. Je me rappelle encore les fois où on faisait la queue avec mes parents au Resto du Cœur, rue de Belleville, côté 19e.
cette difficulté aussi sur les accès et autres. Voilà, il y a un gamin qui vient du territoire, vraiment, qui est grandi dans le territoire, qui connaît ses faiblesses, évidemment, mais aussi ses faiblesses, ses chances, ses capacités à se renouveler. C'est trésors aussi. Je pense au Trésor Vert, je pense au Zénith de Paris, je pense à la Grande de la Villette, qui vont être des lieux clés des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui vont être une fête populaire et qui espèrent fédérer l'ensemble de la jeunesse de cet arrondissement. Voilà, et puis c'est un arrondissement qui mérite vraiment qu'on se batte pour lui. Et voilà, moi, si j'ai envie d'être élu, c'est pas seulement une étiquette, comme l'a dit Tarek, mais c'est aussi cette capacité à vraiment se battre pour les habitants. Pas juste appliquer les préceptes d'un gourou et un idéal. On vendrait un idéal superflu. Ouais. On vendait aux gens, et vous savez très bien qu'ils le visent en disant ça, mais réellement en défendant le projet, le bilan d'une majorité qui a osé aligner quand même, on peut le dire, des personnes issues de la diversité. Exactement. Parce que d'autres partis parlent. Exactement, et vous avez raison de le rappeler. Toute la journée. Ouais. Mais quand on regarde la liste des candidats dans les circonscriptions gagnables, et ben à chaque fois c'est des CSP+, des philosophes, des universitaires, des apparatchiks, des partis de gauche, mais jamais des personnes issues de la diversité. Moi, ce que je vois à Paris, c'est qu'on a des Laetitia Avia, c'est qu'on a des Patricia Nato, qu'on a des Mohamed Gassama, des Kolia Béni, voilà, des personnes issues de la diversité qui ressemblent à leur territoire. Et pour ça, on peut remercier quand même la majorité présidentielle. Merci Yanis Bacha, en tout cas, et bonne chance pour la suite. On aura l'occasion de vous recevoir en studio quand ça ira un petit peu mieux, évidemment. Et bonne campagne. À très bientôt, Yanis Bacha. Merci beaucoup. En direct dans un instant, le zapping. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Votre émission de référence avec Philippe Boriaki et avec Tarek Sassi, des élèves extrêmement dissipés aujourd'hui, je dois vous le dire. Et la belle histoire également, qui tout à l'heure, la belle histoire nous fera une chronique, enfin essaiera en tout cas de nous faire une chronique de fin d'émission. Attends, il fait 3 pages là. Oui. Attends, il a lu tout seul, il bouge toute l'émission là, ça suffit. Ouais, et alors vu un mec gratter autant de papier que ça. On coupe le temps de parole. À chaque fois que je le vois, on dirait qu'il fait le bac. Lui. Alors, jamais le temps de parler. Messieurs, on va passer maintenant au zapping. Super. Avec mon petit jingle que je vous propose d'écouter. On y va. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est ça que vous le connaissez. On va commencer ce zapping, messieurs, dames, par un petit tour par le Conseil de Paris où les hostilités ont repris entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. Ces 12 derniers mois, votre taux de présence en séance dépasse à peine les 20% et ne cesse de décroître. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. Nos collègues ont envie de transformer, comme ils le font assez régulièrement, cette assemblée en cirque médiatique, d'ailleurs convoquée pour que ce soit le cirque. Bah oui, 20 000 voix. Eh oui. Eh oui, ça fait mal. 1,7%. 1,7%. Vous n'assistez plus qu'aux hommages, aux visites protocolaires, à quelques monologues autoritaires. Les dossiers de fond, eux, ceux qui concernent le quotidien des Parisiens, rien. Cette assemblée ne sera pas dévoyée dans ce cirque pitoyable et que nous continuerons bien sûr à travailler pour l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. Nous vous rappelons, Madame la maire, à vos devoirs d'élus qui sont exigeants et qui sont exigés par nos concitoyens. Alors faites-nous signe lors de votre prochain passage à Paris. Je ne sais pas si c'était un rappel au règlement et ça m'avait échappé que vous aviez gagné une élection. Voilà, un petit peu, ça s'est écharpé entre les deux. C'était pas la première fois d'ailleurs. Philippe, ouais. C'est un cirque ou pas?
Oui, les assemblées comme ça, forcément, surtout quand il y a des médias, que c'est retransmis, tout le monde essaie de faire le show. Dati se sont poussés des ailes pour 2026 et je pense qu'elle va gagner en 2026, blague à part, parce que moi j'ai plein de potes qui ont toujours voté à gauche et qui m'ont dit là c'est plus possible. C'est plus, vraiment, sincèrement, c'est plus possible. Et donc on est dans le circus spectacle. Bon, après c'est les débats de fond moi qui m'intéressent sur telle délibération, pourquoi ils ont voté pour, pourquoi ils ont voté contre, et parce que derrière c'est l'intérêt des Parisiens et des Parisiennes qui est en jeu, même si des fois les Parisiens et les Parisiennes à qui j'adresse tous mes respects, je parle aux populations, vous n'êtes pas seuls, nous sommes aussi ceux de banlieue, des fois de passage ou des fois qui faisons vivre la ville de Paris en y voulant travailler pour la faire développer. Il ne faut pas mépriser les banlieues. Voilà, les décisions que vous prenez, que vous impactez. Ok, les berges de Seine, ça vous fait un grand kiff de faire quelques footings, mais combien de Parisiens les utilisent et combien de banlieusards en sont privés, et donc forcément plus de bouchons dans les rues de Paris, donc plus de pollution. On voit bien que la politique qui est menée... ce que veut faire du périph' là ? Non, mais là, je crois qu'ils prennent tous de la drogue, ça va mal finir. Ouais. Vraiment. Non, mais supprimer des voies du périph' pour planter les arbres. Oui, non, mais attends. Ce qui est important, effectivement, c'est de remettre de la végétation dans la ville. Parce que ça pas sur le périph'. Attends. Qui est déjà engorgé. Attends, j'y arrive. Parce que ça capte le carbone et donc on a besoin d'oxygène. Et quand il y a des arbres, ça fait baisser les températures, ça augmente le taux d'humidité et donc l'air est plus respirable et plus vivable. Ça, c'est un fait et c'est une réalité. Et ça, je ne peux que soutenir mes copains écologistes, même si je suis plus à ELV. D'ailleurs, je vous annoncerai sûrement la semaine prochaine quel parti je vais bientôt rejoindre. La Reconquête. Ouais, après ça. En poisson d'avril. Non, sincèrement. En poisson d'avril. Mais force est de constater que les décisions que vous voulez... qui veulent prendre en fermant 2 voies sur le périph' de part et d'autre, enfin une voie de part et d'autre, pour faire une ceinture verte, urbaine, végétalisée, c'est pas ça malheureusement qui vous ramènera de quoi respirer. Vous avez beaucoup de toits, voilà, vous avez beaucoup de toits, vous avez beaucoup de toitures à végétaliser, vous avez vos fenêtres à arborer, enfin voilà, il y a vraiment vos balcons à alimenter en verdure, et puis d'autres endroits où il faut arrêter de construire et plutôt mettre de la verdure. Mais là, c'est pas compliqué. C'est qu'à un moment donné, les boîtes vont tellement perdre d'argent parce qu'elles elles vont pas pouvoir se faire livrer en temps et en heure, ou alors non, c'est pas ça. C'est une décharge écologique et électrique. Et les employés vont être tout le temps en retard, machin, etc. Donc il y a des gens qui vont. Mais là, on est parti sur des trucs. On parle de l'embrouille, nous, Rachida Dati. C'est vrai. J'ai une offre. J'ai pas fini. Juste pour dire que si moi je suis un employeur, que mes employés ne peuvent jamais venir, qu'ils viennent de banlieue, qu'à chaque fois ils arrivent, ils sont en retard, qu'il faut qu'ils partent plus tôt parce que par rapport aux enfants, à un moment donné, je risque de délocaliser ma boîte en banlieue. Et donc, par conséquent, vous allez perdre de la CFE, vous allez perdre de la taxe pro, enfin c'est plus la taxe pro, c'est la CFE ou la CTE, et surtout, les banlieusards qui viendront plus consommer dans votre capitale, dans votre belle ville, dans notre belle capitale, et ça va faire moins d'argent pour les commerces, donc moins d'impôts, ainsi de suite, etc. Rachida Dati, Anne Hidalgo, Philippe. Je vote Rachida Dati. Moi j'ai une offre. Donc tu sais que récemment là maintenant je m'occupe d'une école de catch et j'organise des galas. On en a organisé un le 18 mai à la Lucia Libre. Je rappellerai qu'on n'a pas eu de place. À 10 rue Montagne Sainte-Geneviève. Je te laisserai ta place, t'inquiète pas. Et station Maubert Mutualité. Donc le 29 juin à la Lucia Libre. On parle de sujets sérieux. Mais écoute bien ce que je vais proposer. Écoute bien. En plus d'être aveugle, on a encore des matchs à bouquer et j'ai envie de faire un match 100% parisien. Je veux faire le match Rachida Dati contre Anne Hidalgo. Ah oui. Mon ring est à disposition. Ouais. Mesdames, vous me connaissez. Ouais. Madame Rachida Dati, vous m'avez déjà accueilli dans votre bureau. Madame Hidalgo, j'ai votre numéro de téléphone, on se connaît très bien. Ah bon? Wallah. Viens, on l'appelle. Non. Si tu veux, appelle-la. Non, tu rappelles que c'est. Voilà, non. Non mais moi je vous propose de régler vos comptes sur le ring de la Lucha Libre quand vous voulez. À la Bouba Caris. Ouais, mais ils vont dire c'est de la politique, c'est sérieux, on fait pas ça comme ça, machin. Avec des règles quand même, avec des règles. Messieurs, on enchaîne parce que il y a peut-être 2 semaines, on avait passé je sais pas si vous vous en souvenez, une candidate RN qui était complètement perdue et qui n'arrivait à répondre à aucune des questions à la télévision. Eh bien, on en a trouvé une autre qui n'est pas du RN mais de la NUPS et dans la 2e circonscription du Cantal. Meskina. Nous, on a quelques mesures
au niveau de l'écologie, notamment par rapport au transport, parce qu'on utilise énormément la voiture, donc ça serait remettre des trains à disponibilité de tout le monde. Après, pardon. Comment on fait pour se déplacer dans ce département ? On privilégie beaucoup le covoiturage, ça peut être ça, ça peut être beaucoup de choses comme ça. J'ai pas de... Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Oui, je sais pas. Nous, on peut très bien le faire aussi. L'argent, on peut le trouver s'il y en a besoin. On peut pas laisser les Français comme ça dans la pauvreté comme ça. Où est-ce qu'on peut le trouver, cet argent ? Où est-ce qu'on on le trouve. Comment est-ce qu'on peut le trouver ? Je suis pas économiste. Oh, bordel. Je suis désolée. Oh, Martine Guibert. Oh la vache. Comme elle dit. Encore, t'as coupé une partie, hein ? Ouais. Ah ouais ? Parce qu'elle s'est complètement lâchée sur la fin. Vraiment, hein. Mais c'est grave quand même. Non, mais attends, il y a des circonscriptions où on sait que c'est pas gagnable, donc on envoie des gens qui sont pas expérimentés, qui sont pas. Puis voilà, elle va apprendre, elle va se. Ah non, mais là franchement, voilà. C'est la chouma quand même. Mais c'est pas la chouma. Il y a des gens qui débutent dans la vie. C'est pas évident de parler dans un plateau de télé. T'as des gens qui perdent leurs moyens. Christophe, c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, ça me fait penser à quoi ça me fait penser à une émission il y a quelques années qui est passée sur la 3 qui s'appelait Je passe à la télé. Ouais. Où les gens ils passaient, ils chantaient, ils faisaient des improvisations, etc. Et si le public n'était pas content, le rideau comment on appelle ça, se refermait sur eux. Mais ce mec-là, il faut qu'il ait sa propre émission. C'est ça. Casse-toi de là. Ce mec-là, il bosse à l'INA. Mais attends, c'est incroyable. Attends, l'histoire de la télévision, c'est une partie. Rudy Kazi, reviens s'il te plaît. Tu nous manques. Oui. Je suis un peu d'accord. C'est du néocolonialisme radiophonique. Mais sans encore dans la phrase, Alors, on enchaîne avec... C'était la nuit des Molières, lundi soir. Vous l'avez regardé ou pas ? Alors, non, je ne l'ai pas regardé. Alors, c'était sur France 3 pour la première fois d'ailleurs. C'est ça. Et il y avait un Fabrice Lucchini en forme comme jamais. C'était énorme. On est modeste. On sent des animosités pour certains, des bienveillances de l'autre. C'est bizarre, moi je n'ai rien à craindre, on ne me donne jamais de Molière, on m'en a filé un d'honneur avec bouquet, mais moi je ne suis jamais nommé. Il paraît que je travaille dans le théâtre depuis quelques années, mais on ne me nomme jamais. Une irritation, dit Thomas Bernhardt. Une irritation parce que tu es complètement singulier. Voilà, c'est du Lucchini quoi, hein. Moi j'aime beaucoup le personnage. Lucchini il me fait marrer à chaque fois. Ouais, il fait le show et puis il le fait bien. Ouais, il fait pas forcément. Vous n'êtes pas très fan ? Franchement, je vais te dire un truc. Il y a des gens. Moi, je sais pas. J'ai jamais capté. Muriel Robin, elle remplit des salles. Mais sur quoi les gens rigolent ? Pierre Palmade, sur quoi les gens rigolent ? Moi, il y a des gens, ils se disent humoristes. Je suis désolé, j'arrive pas à comprendre. Déjà, Pierre Palmade, on l'a expulsé de Stalingrad, ce qui est déjà une très très bonne chose. C'est méchant, ça. Ça, c'est méchant, ça. Quoi ça, c'est méchant. C'est quoi l'histoire ? Ça, c'est méchant. Déjà, que je dis à beaucoup de catcheurs qu'ils ont les physiques de Pierre Palmade, si en plus tu rajoutes ça, non, là, c'est arrêtez, stop. Allez. Non, messieurs, Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, était l'invité de Apolline de Malherbe, c'est qui il traverse sur RMC. Écoutez. Vous étiez à cette réunion hier autour du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports. Pourquoi est-ce que ce que vous nous dites là ce matin, c'est-à-dire que vous nous dites oui, il y a eu un enchaînement de circonstances et quand on reconstitue le puzzle, tous les témoignages, y compris les témoignages évidemment étrangers, disent à quel point c'est un enchaînement de circonstances. Pourquoi le ministre de l'Intérieur, à la sortie de cette réunion, met l'accent principalement et quasi exclusivement sur un problème de faux billets et un problème de supporters anglais? Bah, écoutez, moi d'abord, je suis pas ministre de l'Intérieur. Non, mais comment vous l'expliquez ? Premièrement, deuxièmement, parce que c'est le fait nouveau de cette. On l'avait jamais vécu. C'est que moi, je sais pas honnêtement le nombre de faux billets qu'il y avait. Je suis pas ministre de l'Intérieur. J'ai pas les. Mais vous en avez vu ? Vous avez vu des faux billets ? Oui, et ça a été massif. Et enfin, pour le coup, je connais des stadiers, des gens qui étaient au tourniquet, parce que c'est aussi beaucoup des gens de Saint-Denis, et ils me l'ont dit. Enfin, une personne sur 4 qui se présentait du côté anglais, dans je sais plus X ou Y ou Z. C'était des faux billets. Donc ce qu'il faut voir, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on avait un système qui grosso modo était prévu pour gérer un faux billet sur 100, de temps en temps, une personne qui arrive. Et donc on n'avait pas anticipé la masse de faux billets. 1 sur 4. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous créez des engorgements et les personnes, une fois qu'elles sont devant le tourniquet, qu'en plus elles ont acheté leur billet, qui viennent parfois en famille, qu'elles croient qu'elles ont un vrai billet. Parce que c'est ça qui s'est passé. J'ai vu un faux billet, un vrai billet. Moi, j'étais pas capable de faire la différence entre les deux.
Vous voulez dire qu'à l'œil nu, quand on vous a présenté les deux billets, le faux et le vrai, montrer le faux et le vrai, impossible de voir. Donc les gens entre guillemets de bonne foi, même s'ils ont acheté probablement au marché noir. Enfin, c'est là que la bonne foi a ses limites. Oui, la bonne foi a ses limites, mais en tout cas ils arrivent. Ou quelqu'un qui leur a fait croire que c'était une démarche, voilà. Mais ils arrivent, ils sont là, ils sont dans l'une, ils essayent de négocier. Du coup, ça bloque la chaîne. Il y a ceux qui sont derrière, ils peuvent plus reculer parce qu'il y a 500 personnes derrière eux qui poussent, qui veulent rentrer dans le match. Et c'est comme ça qu'on crée la cocotte et c'est comme ça que ça explose. Et on a ces images qui effectivement sont difficilement acceptables aussi pour les supporters anglais qui disent nous on avait pour certains des billets, on est derrière des grilles, on se prend des gaz lacrymaux et à quelques dizaines de mètres de là, ils voient certains jeunes qui eux effectivement escaladent, rentrent sans billets, courent et échappent à la vigilance. Et c'est insupportable. Je voudrais qu'on regarde d'ailleurs ces images parce que c'est ces images-là, vous les voyez en direct sur BFM TV, je les décris pour ceux qui... Voilà, donc un extrait de l'interview de Mathieu Hanotin par Apolline de Malherbe. Le maire de Saint-Denis. Le maire de Saint-Denis, absolument. Et en référence, évidemment, avec le match de foot de samedi soir. Alors, j'attends vos avis, messieurs, sur cette histoire de faux billets. On va expliquer ce qui s'est passé. Parce que la problématique, elle est toute simple. Alors, moi... Je t'ai dit dans un instant. Le LGF, le Grand Forum, évidemment, pour faire référence à Mathieu Hanotin, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe, et par rapport au match de samedi soir, qui a complètement occulté toutes les autres actualités. Vous avez remarqué, on parle plus du tout de Damien Abad. Il a disparu. Ça y est, plus d'affaires, plus rien. Aujourd'hui, en fait, on s'est retrouvé avec un dispositif où les policiers et les stadiers étaient au courant de ce problème de faux billets. Les renseignements avaient alerté la semaine précédant le match. Et vous vous êtes retrouvé effectivement avec des gens qui arrivent et qui font la queue pendant des heures et qui arrivent au niveau du tourniquet et qu'on est obligé de refouler, sauf qu'on n'a pas pensé à créer un chemin pour qu'ils puissent repartir. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez une masse de personnes qui poussent derrière et vous avez ce qui s'est passé évidemment samedi soir. Encore une fois, le maintien de l'ordre à la française est à revoir. Le préfet, le ministre de l'Intérieur ont leurs responsabilités. Le ministre de l'Intérieur a menti. Et les Anglais sont furasques. Ouais, ils peuvent être énervés, les Anglais. Je le rappellerai que l'année dernière, à Wimbledon, ils ont eu le même problème. D'accord ? Il y a eu une enquête qui a duré 5 mois, etc. Ils ont reconnu après leur défaillance. Donc on n'a pas de leçon à recevoir des Anglais. Deuxièmement, je peux te dire ce qui s'est passé. Effectivement, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui a fait que. C'est ça. Mais la réalité, c'est que les stadiers, à un moment donné, pourquoi le dispo a été levé et qu'on a laissé passer les gens et qu'il y a eu cette cohue devant les grilles, c'est qu'effectivement il y avait un problème de sécurité parce que les mecs, lorsqu'ils avaient un billet signalé faux, ils pouvaient pas faire marche en arrière parce que ça compressait derrière. Voilà. Et je comprends la frustration du type qui a payé ça une blinde, qui est venu en famille. Ouais, mais attends, c'est lui aussi, il l'a acheté au marché noir. C'est quoi ton histoire? C'est normal. Attends, t'es un Gaulmont, t'achètes des billets comme ça à la sauvette, le mec tu le connais pas ni quoi que ce soit. Forcément, ouais, tu peux te prendre une douille sévère. Mais simplement, je vais te raconter un truc, puisque moi j'ai un pote qui était stadier, parce que l'UEFA en vérité a délégué ça à la FFF, qui elle a sous-traité ça au Stade de France. Enfin bon, bref, un micmac de ouf. Et à un moment donné, ils ont pensé que c'était leur stylo, parce que tu sais, ils avaient des stylos pour pouvoir tester les billets comme les billets de banque. Donc, c'est une encre chimique dessus. Ouais. Et à un moment donné, ils ont pensé que c'est les stylos qui étaient défaillants tellement qu'il y avait de faux billets. T'imagines ? Tellement qu'il y avait de faux billets. Ils se sont dit, non, c'est pas possible. Et donc, en fin de compte, pour éviter que des gens puissent se retrouver complètement compressés parce qu'ils pouvaient pas faire demi-tour. Et puis surtout, les gens ne voulaient pas faire demi-tour. Tu sais très bien, toi comme moi, quand t'arrives, tu fais la queue pendant 10 ans, mais j'ai ton billet faux, tu dis quoi, ça, je l'ai acheté, j'ai payé 1500 €, qu'est-ce que tu me racontes? T'as pris une douille. Ça, c'est une des problématiques. C'est pas que la problématique principale, mais c'est une des problématiques. Rajoutez à ça, à des bandes, et on a les vidéos, de bandes de voyous qui sont venus dépouiller des gens, dépouiller des enfants, dépouiller des femmes, dépouiller des vieillards, c'est-à-dire les violenter, les frapper. Philippe, d'accord, ok. Mais à la sortie du match, entre le stade et le RER, aucun dispositif de police, pardon, mais c'est une erreur encore. Mais le RER, en plus, ce jour-là ne fonctionnait pas. Si, le RER, il était en grève. Il était en grève. Et d'ailleurs, le B. Et il menace d'ailleurs de refaire grève parce qu'il y a un match de l'équipe de France vendredi. Ouais. Donc les gars, arrêtez vos conneries 5 minutes, quoi. Hein. Je tiens à préciser, hier, Darmanin a été interpellé par un candidat de la Reconquête sur ces histoires de faux billets et il a persisté sur la thèse. Oui, et bon, il y a eu ce candidat de la Reconquête. Il a commencé à déballer encore une fois tous ces théorèmes zémouriens. Ah bah tiens.
puisque t'en parles, écoute, il parle de Saint-Denis. Saint-Denis n'est pas Paris et que la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps. Il y a des îlots encore français en Seine-Saint-Denis, mais pour le reste, c'est des enclaves étrangères, je l'ai dit pendant toute la campagne. Voilà, ça c'était pour toi Tarek. C'est ce qui a été dit hier. Ouais. C'est ça. Faut un passeport maintenant quand on va là-bas. Non, c'est ça. Forcé de reconnaître une chose, c'est que comme tu dis, il n'y avait pas assez de dispositifs de sécurité. Pourquoi ? En vérité, les dispositifs de sécurité qui étaient présents, c'était plutôt pour faire du maintien de l'ordre parce qu'ils avaient peur de problèmes de hooliganisme. Ce qu'on sait, c'est des services de renseignement, il y a une note, il y a des Anglais qui ont payé des passeurs pour venir en Zodiac parce qu'il n'y avait plus de place dans les ferries, il n'y avait plus de place dans les avions, il n'y avait plus de place... Non, je te jure, un truc de dingue. Hein. C'est les trucs des Tunisiens, ça. Non, mais vraiment, on s'est fait envahir par les Anglais et donc vraiment, eux redoutaient un problème de hooliganisme qu'il n'y a pas eu puisque c'était vraiment des gens... C'est pour ça qu'ils ont sorti la gazeuse. Est-ce que tu es sûr de ta thèse islamo-gauchiste ? Oui. Parce que c'est les Arabes qui font ça, hein, c'est pas les Anglais. Ouais, là c'est les Anglais pour voir Liverpool. Et le souci, c'est qu'il y aurait dû avoir plus d'effectifs en civil pour pouvoir interpeller en amont. En amont. Bah ça c'est voilà, là-dessus. C'est pour ça que je dis c'est une combinaison d'erreurs, mais on peut pas tout remettre sur le dos de Darmanin. On peut lui en mettre une partie, mais pas tout. Et donc, ce que je te disais, c'est que ceux qui étaient là, c'est ceux que on voit pendant les manifestations de Gilets jaunes, etc. Donc, eux, ils sont là pour cogner, ils sont pas là pour discuter, ils sont pas là pour faire discernement, et c'est pas eux qui vérifient les billets. Ils n'ont pas cette habilitation-là, ils n'avaient pas les marqueurs, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'effectif. Et par contre, une autre chose, parce qu'on peut dire, ouais, ils auraient pu mettre 6000 personnes de plus, par exemple, faut savoir qu'il y avait beaucoup d'effectifs sur la fan zone et beaucoup d'effectifs sur les Champs-Élysées, etc. Parce que. Ils ont massacré la fan zone de ce nation. Ils ont tout dévasté. Tout dévasté. Donc, tout ça pour du foot. Ouais, faudrait interdire le foot. C'est une bonne idée, ça. Ah, mais oui, moi, de toute façon, depuis que j'ai été déçu par Olivier Tom et que j'ai compris qu'on ne pouvait pas percer une vague avec un ballon comme le fait Mark Landers, je ne veux plus entendre parler de foot. Jamel. Oh, salut Jamel. Ouais. Salut Jamel. Bonjour d'abord, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Et en particulier à tous les Chaouis. Voilà. Comme d'habitude. Moi, ouais, comme d'habitude. Bon, faut pas changer une équipe qui gagne. Chaoui de la ville de Chat. Je voulais aborder le sujet de la Seine-Saint-Denis, vu que on est toujours en train de dire que c'est de la racaille, que la Seine-Saint-Denis c'est pas la France. Moi, je propose en 3 étapes. D'abord un référendum. Après, ramener le gouvernement français à la table des négociations pour une large autonomie. Et après, je propose même pour en finir une fois pour toutes, parce que vu qu'on n'est plus dans la République, on n'est plus français, on est hors zone, on est toujours pas bien vu, alors que c'est quand même le département, faut savoir, hein, où toutes les entreprises à Paris se sont délocalisées en Seine-Saint-Denis. Bah oui, mais ça coûte et je vous le dis, je suis chauffard-livreur, je tourne que dans la Seine-Saint-Denis, je vais plus à Paris. C'est l'avantage d'être dans le tiers-monde, hein. On va construire nos usines là-bas parce que ça coûte moins cher à la main-d'œuvre. C'est de l'humour, sinon. Vaut mieux vivre comme un roi au milieu des pauvres que comme un pauvre au milieu des rois, quoi. Magnifique cette phrase. Merci mon Jamel. Ouais, très bien, un roi là où il n'y a rien, ça s'arrête d'être un roi. Dans un instant, le quiz et la belle histoire qui va essayer de nous faire le résumé de cette émission. T'as eu du boulot, la belle histoire. Le grand forum sur France Maghreb 2. On va retrouver la belle histoire dans un instant. On se fait le quiz ? Bah oui. On se fait le quiz ? Mais rapide, hein, les gars, rapide, parce qu'après, moi, je me fais engueuler, engueuler, moi, parce que je rends l'antenne en retard. Hein ? Et puis, il y a des mecs qui sont fâchés après. Le quiz. À cause de vous, si je suis en retard, moi. Alors, première question. On y va. Lancement en 1980. De quelle chaîne d'information continue américaine CNN. Merci la belle histoire. Allez hop, on enchaîne. Deuxième, il joue, bien sûr que si, il joue. Quel ministre Quel ministre a affirmé que le bouclier tarifaire de l'électricité ne se traduira pas par un rattrapage sur les factures de l'an prochain? Le maire est une bonne réponse. Troisième question. Création de quelle radio du service public en 1987? France Info. France Info, bonne réponse. C'est pas l'émission, tu joues au quiz. Taisez-vous. Ce sont les questions sur les médias. Un journaliste, taisez-vous. Un journaliste britannique accuse quel ministre français de mentir? Darmanin. Oui, dans sa présentation des faits.
Effectivement, c'est Darmanin. 1 point pour Tariq Sassi, 2 pour la belle histoire, 1 pour Philippe Bourriaki. 5e question. Qu'est-ce qui a été aboli au Chili en 2001? L'avortement. Non. La peine de mort. La peine de mort, bonne réponse. 3. Au Chili. 6e question. Quel ministre a été pris à partie à Hermont, dans le Val d'Oise, par un fichier S d'extrême droite suite à un déplacement électoral? Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, bonne réponse. Je l'ai dit au hasard en plus. 7e question. Quel pays a inauguré en 2016 le tunnel ferroviaire le plus long au monde? Chine. 57 km. C'est pas la Chine. Quel pays? Les États-Unis? Non. Japon. Non. La France? Non. L'Angleterre? La Non. Belgique. Le Guatemala. C'est où il y a des longs tunnels? Où il y a des noms tunnels. Oui, vite, allez. Oh là là. Alors, c'est pas entre Israël et la Palestine, c'est ça? Non. Taisez-vous. Taisez-vous. Tokyo. On peut passer. Non, c'est Japon. pas. C'est un pays frontalier à la France. La Suisse. L'Allemagne. La Suisse, merci. Ah. Bonne réponse et victoire de la belle histoire. La regarde, c'est plié. Oui, il participe à l'émission, il participe pas au quiz, c'est quoi cette histoire? Ça va pas ou quoi? Alors, la belle histoire, puisque tu as la parole et puisque tu es le vainqueur du quiz, c'est à toi de jouer et d'essayer de nous résumer va te flinguer ton cette résumé, émission d'aujourd'hui. À toi de jouer. Merci Christophe. La chronique du jour s'appelle État d'urgence. En effet, nous pouvons vraiment parler d'état d'urgence tant notre temps, les défis à relever sont nombreux dans cette grande cuisine politique qui manque de chefs de brigade, voire de directeurs gérant la grande restauration de l'autorité de l'État régalien. C'est plutôt l'État qui se régale. État urgent qui n'a plus le temps de prendre le temps. Tout est géré dans l'urgence absolue en planète Jupiter, à commencer par le satisfecit de Gérald Moussa Darmanin. Concernant le dossier de la Ligue des Lampions, parlons de trafic de faux billets de la part des Rosbif. En plein jubilé de la reine Elisabeth II, The Queen Mom ne jubile pas à l'idée de voir ses sujets insultés par un minus de l'extérieur, mais un loser organisateur à l'intérieur. Comment entendre raison à la famille royale quand Terry Gilmore ne peut rentrer au Stade de France alors que Cyril Hanouna passe en fraude en stade de farce? Farce et attrape en état d'urgence pour l'éducation nationale où l'Académie de Versailles, on recrute à coup de job dating, bientôt une offre d'emploi dans le Bon Coin pendant qu'on y est, lol. Situation alarmante où l'avenir de nos enfants seront confiés à la va que je te pousse à des jeunes diplômés qui n'ont pour certains pas le cuir épais pour assurer la fonction. Gel du point d'indice pour shampoing sec aux pointes de cheveux arrachées à force des enseignants. Salaire inadmissible pour une 6e puissance mondiale, formation défaillante, manque de moyens, énormément de problèmes. Les recteurs d'académie recruteront bientôt en licence 4. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Où les entretiens se feront au bar PMU, lol. 2000 postes vacants sur l'Académie de Versailles, la galerie des glaces narcissiques se vide des esprits lumière. État d'urgence dans les hôpitaux français où plus de 120 unités d'urgence se condamnent à la fermeture comme le Taraxassi Comedy Club pour cause de faillite de vanne, MDR. Nous avons eu le témoignage de monsieur Philippe Bourriaki attendant désespérément le docteur Benson, mais manque de peau, on est en France et l'inondation du système médical français. Même le réseau téléphonique de Jamel fut un digne du réseau tchécoslovaque auquel Tarak souscrit par une toussotade à la truffe. T'inquiète Tarak, les urgences ne viendront pas. Philippe ne peut d'ailleurs pas se soulager par manque de lumière aux toilettes. Il n'y a pas qu'à l'hôpital qu'il y a des problèmes. L'humeur de Philippe deviendra colérique néphrétique. Oh, magnifique. État d'urgence où le président commande une mission flash pour 4 semaines. On a l'impression qu'on va aller au PMU, on va demander un flash. Pour faire le point d'étape sur les urgences. Quelle indignité folle de passer son temps à demander des rapports pour avoir des rapports alors que des solutions immédiates sont à réaliser. La Banque Populaire, en publicité, c'est Philippe Bourriaki qui, en tant que conseiller régional, reverse une partie de ses indemnités et sont versées à des associations qui en ont la plus grande utilité. Je renouvelle mon appel d'ailleurs, mon cher Philippe, pour recevoir mon chèque. Ah. Bah oui, parce que j'ai une association, moi aussi. Politique. Avant, en tant que menté, je connaissais Bacha Boulou, à côté de Champs-Rousse pour les classes d'été et d'hiver. Mais il s'agit bien de Yanis Bacha, candidat de la... Combienième d'ailleurs de circonscription 16e circonscription de Paris, lâchement agressé hier en pleine campagne de propagande électorale, alors qu'il est en fauteuil roulant à Stalingrad. C'est ça l'urgence en état légitime, monsieur Gérald Moussa Darmanin. Car le problème du crack et de la toxicomanie est sans doute plus important que des comptes de faux billets, of course.
Yanis Bacha, candidat de conviction capitale, qui continue son cheval de bataille. Philippe Bouriaki s'endort littéralement. Indignité républicaine tellement massive. Indignité républicaine tellement massive de corps qu'il s'est tué la routule. Cher. Zappons pour le zapping en allant au Conseil de Paris où le fight entre Anne Hidalgo et Rachida Dati, qu'on appelle aussi Dati Daniel. C'est du genre d'ambiance à la Tareq Sassi et Philippe Bouriaki, potache. Ouais, c'est clair. Philippe devrait d'ailleurs annoncer son adhésion au mouvement écologiste révolutionnaire. Ben quoi, c'est ça? C'est une exclusivité que je donne comme info. Donc, il devrait d'ailleurs, sans interruption aucune, adhérer à son mouvement, le mouvement écologiste révolutionnaire démocrate engagé. Autrement dit, le merde. Exact. Dati Hidalgo, le combat continue. Le Cantal, ça nous gagne. Quand cette candidate qui peine véritablement à présenter son argumentaire et répondre aux questions. Fabrice Lucchini, c'est énorme. C'est vraiment complètement énorme car je suis en capacité de prendre la salle à témoin entre Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, ministre de l'Agriculture. C'est énorme. Pathétiquement énorme. Mathieu Hanotin fut l'invité, pas Hanotin, d'Apolline Aïe et Finzerbe sur BFM TV et RMC. D'ailleurs, je me demande que devient Jean-Jacques Bourdin. Et là, on assiste à une séquence vrai faux billet et de la mascarade Stade de France. De la perte de temps, on aurait pu inviter Tareq Sassi, mais apparemment, ils lui font un siège tunisien pour que Tareq Sassi chez Apolline et ça aurait été un beau match de catch. Il a tout compris. Le Hmar Zemmour désigne Saint-Denis, enclave étrangère, comme il le dit, comme le même Zemmour est une enclave étrangère à Saint-Tropez, circonscription qu'il convoite. Tu tires du pointe. Moi, je dirais tu te barres. Jamel le Chaoui de tous les Chaouis, dédicace à celui qui est Chaoui, mais chat à la maison, chat non. Oh. Enfin, pour finir, de la voyance, je convoque 2 médiums sur France Maghreb 2, à commencer par le professeur Giloufi et l'Ange Bourjane. Salam alaikum à tous et bienvenue sur France Maghreb 2 pour l'émission Voyance avec le professeur Giloufi et l'Ange Bourjane, téléphonez au 01 40 33 9000. Allô, qui est là? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. D'abord, je présente Giloufi et l'Ange Bourjane. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici, justement, le professeur Giloufi et l'Ange Bourjane. Je veux maintenant avoir la première question. Allô, monsieur. Oui, bonjour. Salam alaikum. Alaikum salam. Azul, je voulais savoir si je vais changer de travail. Ah, j'avais pas la même question, mais je vais tout de suite te répondre en faisant une petite... je vais regarder dans les as. Bismillah. On reprend donc un inconnu à l'antenne. Moi, j'avais une autre question. Déjà, à la base, c'est une petite Rama qui m'a posé la question, est-ce que je vais aller au concert de BTS? Déjà, il faut l'avoir, le BTS, d'abord, dans le premier temps. Et puis, je pense que d'abord, avant d'avoir le travail, Christophe, il faut absolument demander au président Tareq Sassi de vous augmenter. Mais si vous voulez être augmenté, appelez-moi en privé. On va voir ça, Inch'Allah, rapide. Merci, bien évidemment, au professeur Giloufi, l'Ange Bourjane. Et quoi que vous fassiez, où que vous soyez, soyez-en sûrs, on ne vous oubliera jamais. Merci, la belle histoire pour cette chronique. Merci à Philippe Bouriaki, à Tareq Sassi. Demain, on est de retour avec notre invité politique demain, Abslamitash, sur France Maghreb 2.